Eh bien, bonjour ou bonsoir, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Encore une fois, Mano Granier étant indisponible, m'a demandé de le remplacer, ce que je fais avec beaucoup de plaisir, pour recevoir nos amis chroniqueurs, comme d'habitude, pour cette émission, cette nouvelle émission, qui va nous permettre d'analyser avec l'auteur un livre fort précieux, un ouvrage fort précieux. Et nous avons l'avantage aujourd'hui d'avoir non seulement l'auteur de cet ouvrage, mais également celui qui a rédigé une des préfaces. Mais nous allons en parler tout à l'heure. Je salue d'abord Karine Thérèse. Eh bien, bonsoir Raphaël, bonsoir à tous et à toutes. Parfait. Mathieu. Bonsoir Raphaël, ravi, bonsoir à tout le monde sur le plateau et bien sûr à l'ensemble des téléspectatrices et téléspectateurs et ravi d'être parmi vous ce soir en tout cas. Ouais. Parfait. Alors découvrez celui que vous connaissez certainement, Serge Tali, rédacteur de cet ouvrage dont nous allons parler au cours de cette émission. Serge, alors bonsoir. Merci de m'accueillir. On dit que les assassins reviennent toujours sur les lieux du crime, mais bon voilà, je suis revenu. Eh bien on en a la preuve ce soir. Michel, alors notre historique, Michel Branchy. Oui. Alors, ton actualité, Michel, en dehors de ce que tu as rédigé, la préface, une des préfaces de ce livre, de cet ouvrage rédigé par Serge Tali, concernant la lettre à Maurice Thorez, dont nous allons parler dans quelques instants. Mon actualité, c'est quand même, elle est internationale. C'est quand même le tournant, on en a parlé d'ailleurs, c'est à l'ordre du jour, le tournant qu'il y a dans le conflit russo-ukrainien. Alors nous allons en parler. Parce que je crois que nous sommes en train d'assister à quelque chose de surprenant. Et j'avoue que j'ai pris mon pied hier soir en regardant une des chaînes les plus anti-russes du paysage audiovisuel français, LCI. Et j'ai vu les gars se tordre littéralement pour ne pas reconnaître l'évidence. C'est qu'il faudra bien reconnaître à un moment donné que l'Ukraine ne doit pas rentrer dans l'OTAN. Voilà. Non. On va en parler tout à l'heure, c'est dans notre sommaire. Et donc nous allons évoquer ce sujet largement. Bien, alors, notre premier sujet concerne l'arrivée de Miss France, Miss Martinique. Miss France, sur le territoire martiniquais, elle est revenue chez elle. 1000 personnes à l'aéroport qui l'ont accueillie, 4000 personnes hier après-midi dans les routes de Fort-de-France, et plus particulièrement sur le Malécon. J'y étais d'ailleurs, puisque, étant élu municipal, je me devais naturellement d'être présent à cette manifestation grandiose, puisque Miss Martinique, Miss France a été accompagnée par plusieurs groupes à pied, tambours, etc., du carnaval. Tambour Bocanal, Vagabond, etc., etc. Enfin bon, c'était vraiment quelque chose d'assez grandiose. Il faut remercier la municipalité pour avoir organisé cette manifestation, puisque, effectivement, c'était à l'hommage de cette jeune femme de 34 ans qui a rendu la Martinique extrêmement fière. Alors, j'attends de vous que vous me disiez ce que vous en pensez, bien entendu. Je commence par Karine, bien entendu. Je suis la seule femme de notre groupe. Extrêmement fière de notre belle Miss Martinique devenue Miss France, qui nous honore par sa personnalité, au-delà de sa beauté, son intelligence, sa bonne intelligence, son bon sens aussi dans sa façon de gérer les choses, de gérer la représentation qu'elle a. Angélique Angard-Philopon, il me semble que ses parents viennent du Nord. Elle est arrivée lundi. Elle a rencontré les élus mardi. Oui, tout à fait. Il y a eu la parade d'hier. Et c'est un véritable plaisir qu'elle soit de retour sur ses terres, sur son île. Et nous sommes ravis de lui avoir fait un magnifique accueil pour son retour. Ah ben c'est parfait. C'est parfait. Alors, Mathieu... Non, effectivement, il y a une vraie ferveur. En tout cas, on a vu, en tout cas hier après-midi, j'ai pu voir une vraie ferveur dans les routes de Fort-de-France. À l'aéroport, j'y étais pas, mais en tout cas, j'ai vu que sur les images qu'il y a, en tout cas, beaucoup de Martiniquais se sont déplacés. Et
elle crée, elle s'exprime très bien. Et c'est ce qui a marqué beaucoup de personnes. Et ça a créé une sorte de ferveur, une sorte de fierté. Et moi, je serais tenté de dire aussi, je ferai une comparaison avec... ça permet de changer un peu une image. Je parle sur les chaînes nationales, hein, parce que j'ai vu des images qui ont circulé en démontrant de très belles images d'arrivée en Martinique, etc. Et quand on sait qu'en fin d'année, on a eu moins 37% de réservations dans les hôtels, etc., et que la saison touristique s'annonçait un peu difficile en termes de réservation, et ça permet de changer l'image, en tout cas changer certaines images qui ont circulé sur les chaînes nationales depuis septembre en permanence, ce qui fait que ça s'est peut-être traduit, bien sûr il n'y a pas que ça, parce qu'il y a l'augmentation du prix des billets d'avion, etc., il y a différents critères, mais ces images qui ont circulé ont fait qu'il y a une chute en matière touristique, et quand on connaît l'importance du tourisme dans notre territoire, donc je ne peux pas m'empêcher de faire le lien et de faire en sorte que si ça peut permettre que notre activité touristique redémarre et reparte un peu, ça serait une bonne chose, mais c'est une très belle ambassadrice, une formidable ambassadrice, et qui a rendu fiers beaucoup de Martiniquais, et c'est une bonne chose pour notre pays en tout cas. Alors Serge, que nous indique cette ferveur, cette espèce de mouvement autour de la Miss Martinique, Miss, oui, d'accord. Miss France? Simplement. Que nous indique cette ferveur? Il y a un enseignement à tirer, parce que 4000 personnes dans les routes Fort-de-France, c'est pas neutre, quoi. Oui, c'est pas la peine de faire le référendum pour savoir ce qu'on veut. Bon. C'est pas la peine. Alors, les Français, on est plus français que les autres, puisqu'on a la Miss France. Et que moi, ça m'étonne toujours. En plus, voir une Miss France dans une décapote avec un drapeau de la Martinique, j'avoue que j'ai eu un gros choc. J'ai eu un vrai choc, parce qu'il y a un truc que je ne comprends pas. Mais c'est moi, hein, je suis trop vieux peut-être pour comprendre. Ça doit être très logique. Pays c'est à nous, mais on est fiers d'être français et on est très fiers d'avoir une Miss France. Et puis, à tel point qu'on veut les mêmes prix qu'à Paris, et puis on ne veut pas de taxes pour pouvoir aller à Paris plus facilement. Ça me dépasse. Bon, Michel. Mais alors, je crois que... Je ne sais pas si tu as le même point de vue que Serge, mais bon... Je ne suis pas loin de penser comme lui. Avec ceci, quand même, c'est que elle est au centre des contradictions de l'identité martiniquaise d'aujourd'hui. Donc, d'un côté, les Martiniquais sont très fiers que cette jeune femme ait remporté le concours de Miss France. D'autre part, nous ne pouvons pas ignorer qu'elle a été attaquée Tout à fait. de manière, dans certains médias, par des racistes. Et elle a révélé d'ailleurs que pour beaucoup de Français, ce n'est pas évident qu'une femme noire soit une Miss France. Bon. Et puis, il y a effectivement cette espèce de transfert sur l'identité de la France et qui date de longtemps. Il ne faut pas oublier, par exemple, que les Martiniquais se sont battus en 1914 pour payer ce qu'on appelle l'impôt du sang, pour être français. L'un des fondateurs de Justice, André Aliquer, avait falsifié sa date de naissance pour pouvoir être incorporé dans l'armée et combattre les Allemands. Donc, nous sommes au lieu géométrique de nos contradictions, et on retrouve la même chose d'ailleurs. On a la même discussion. Au comité de rédaction de justice, nous avons le même type de discussion quand il s'agit de la Coupe de France, de la Coupe d'Europe, de la Coupe du Monde. Quand il y a dans l'équipe de France quelques Noirs, quelques Martiniquais, ici ce n'est pas des Martiniquais, c'est des Africains. Il y a une projection. On se retrouve, les Martiniquais se retrouvent dans l'équipe de France et ils sont français. Alors, nous qui combattons pour l'identité martiniquaise, ça nous retourne quelquefois. Hein, ça nous retourne. Mais c'est ça. Alors, c'est ça la Martinique. Et je pense que, au-delà de... Alors, c'est bien que qu'on ait pu
capitaliser cette manifestation, qu'il y a un aspect, bon, bien sûr économique, touristique, qu'il ne faut pas ignorer, mais surtout, je crois que la Martinique a besoin d'être fière d'elle-même. Alors justement, je me pose la question, cette espèce de fierté ressentie par les Martiniquais, est-ce que c'est pas un appel à la reconnaissance de ce que nous sommes, de notre existence en tant que Martiniquais peut-être? Alors je rebondis sur ce que tu viens de dire à propos des attaques subies par la Miss France et donc Miss Martinique. Les deux dernières Miss restées en lice étaient donc la Martiniquaise bien sûr, mais celle qui représentait le Nord-Pas-de-Calais. Quand on sait les scores que Marine Le Pen et le Front National font dans le Nord, et notamment le Nord-Pas-de-Calais, on peut se poser la question de savoir si la parole raciste étant libérée, puisque évidemment les gens votent en masse, 11 millions de personnes qui ont voté pour Marine Le Pen, est-ce que ce n'est pas l'expression effectivement de cette parole raciste qui se sent libre de s'exprimer, etc. Parce que c'était Nord-Pas-de-Calais contre une noire martiniquaise. La Miss Nord-Pas-de-Calais, elle est d'origine algérienne. Je sais, mais elle représente le Nord-Pas-de-Calais. C'est ce que je disais, oui. Elle représente le Nord-Pas-de-Calais, c'est ça. Une Martiniquaise noire, bon, c'est une maghrébine, nous sommes bien d'accord. Mais elle représente le Nord-Pas-de-Calais. D'origine, parce qu'elle est née en France, me semble-t-il. Qui tu parles Miss Nord-Pas-de-Calais, c'est pas. Oui, c'est ça, elle est née en France, oui, bien sûr. Bien sûr. Ce qui est bien, il y a quand même des trucs positifs, c'est que les Martiniquais ont reconnu qu'un Martiniquais, dans l'occurrence une Martiniquaise, a fait quelque chose à l'extérieur. Je me souviens, je ne sais plus après quels Jeux Olympiques, je n'étais pas en Martinique, et il y a 2 jeunes Martiniquais, les frères Jeannet, qui avaient eu la médaille d'or aux Jeux Olympiques à l'épée. Et rien n'avait été fait en Martinique pour eux. Et je me souviens que la une du magazine Antilla, c'était la Guyanaise, comment elle s'appelle, qui fait de la natation, qui avait une médaille de bronze. C'était elle qui était à la une. Métella, il me semble. Oui, Mélia Métella, qui était médaille de bronze, et c'est elle qui était à la une. Et de France, j'avais envoyé un article à Antilla qui avait été publié, où je disais que je comprenais pas, franchement, les Martiniquais, que dans tous les trous de France et des autres pays, quand ils ont un champion du monde, on fait des festas, et pas en Martinique, on avait 2 champions olympiques, et on n'avait absolument rien fait. C'est quand même que les choses ont un petit peu changé. Oui, clairement. On est peut-être un petit peu plus fiers maintenant d'être Et puis il faut dire aussi qu'il y a une forte médiatisation de ce concours de beauté. Hein. En plus, il faut rappeler que la Guadeloupe a eu déjà 2 ou 3 Miss. Hein. Je n'ai pas compté 3 Miss. La Réunion également, enfin, une Miss certainement. La Polynésie. Donc il y a un peu la Guyane. La Guyane aussi, ouais. Avec Alicia Eliès, qui est en partie martiniquaise. Qui est en partie martiniquaise. Voilà. Comme beaucoup de Guyanais, mais enfin j'espère qu'ils ne m'écoutent pas. Non, moi, ce que je voulais rajouter, un autre aspect qu'on n'a pas évoqué, mais qui est en lien avec ce que tu étais en train de dire. On a vu qu'il y a des politiques, ce qui est très rare, hein, qui se sont mêlés au concours de Miss France. Je veux rappeler sa région, le président de sa région a appelé à voter pour elle, a fait campagne pour elle, etc. Et on a vu de l'autre côté des élus, des LFI, faire campagne pour Miss Martinique, etc., appeler à prendre pour elle, etc. Et ce qui fait que c'était un peu ce qui se... Par rapport à l'Assemblée nationale et au contexte dans lequel on était déjà, on a vu une retranscription de certains débats de l'Assemblée nationale au concours de Miss France. Et ça s'est vu, hein, sur que ce soit j'allais dire Twitter pour que les gens puissent comprendre, mais sur X, parce que bon, voilà, ça s'appelle X maintenant, et sur les réseaux sociaux, on a vu beaucoup d'élus qui ont pris position de part et d'autre, et suite aux différents propos racistes, en plus qui ont été tenus, ou propos racistes qu'on peut qualifier de racistes, parce qu'il y en a qui, j'ai vu, qui étaient vraiment racistes, qui se sont tenus, et ben, ce qui fait que on a vu aussi beaucoup d'élus qui ont pris position à ce niveau-là. Mais honnêtement, c'est mondialement qu'on voit qu'il y a malheureusement, sur certains supports, notamment les supports sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a des attaques qui sont de plus en plus dures, des attaques racistes, et on a de quoi être inquiet pour l'avenir quand on voit que ce soit Facebook, que ce soit X ou les différents réseaux, on dit qu'ils vont supprimer la modération sur les réseaux sociaux, donc ce qui fait que malheureusement, on aura de plus en plus d'attaques à ce niveau-là. Et si on fait une comparaison, ce qu'on a déjà fait ici, hein, par rapport à ce qui s'est passé à l'actualité, notamment aux États-Unis, malheureusement au crash de Washington, où Trump dit que c'est à cause de la loi sur la diversification, ce qui fait qu'il y a eu ce crash-là. Donc, ce qui fait qu'il y a de quoi être inquiet mondialement par rapport aux différents propos qui sont tenus. Et c'est vrai qu'il y a une libéralisation, malheureusement, des propos racistes sur les réseaux sociaux. Bien. Alors, je crois que nous avons épuisé le sujet, n'est-ce pas, Michel? Oui, bon, je crois que
la Martinique a besoin d'être reconnue. Et je crois que c'est ce que traduit cette ferveur dont tu as parlé, mais qui n'est pas exempt de contradictions. Et je crois que en même temps, nous devons quand même faire prendre conscience aux Martiniquais qu'on est d'abord Martiniquais et ensuite pour le reste. D'abord Martiniquais. Je crois que nous sommes tous d'accord sur ce plateau. Très certainement. Bien, alors, messieurs et dames, nous avons un nouveau préfet. Nouveau préfet qui s'appelle Étienne Desplanques. Alors, je ne sais pas si on dit Desplanques ou Desplanques, mais je pense que c'est Desplanques. C'est Desplanques. Oui. Qui est arrivé donc récemment, qui est allé au monument aux morts, déposer sa gerbe comme d'habitude, comme le font tous les préfets qui arrivent, et qui a prononcé un premier discours. Un discours où il a décrit les enjeux pour la Martinique. Bon, alors, il n'y a rien de surprenant. La lutte contre le narcotrafic, la lutte contre la criminalité, des problèmes démographiques, des problèmes de l'eau, de l'assainissement, des déchets, le chlordécone, etc. Enfin, tous les enjeux et tous les problèmes que nous connaissons ici à Martinique. Sauf que, il y a une petite originalité, c'est qu'il indique très clairement qu'il ne va travailler qu'avec les signataires du protocole d'objectifs et de moyens concernant la vie chère. Alors, bien entendu, le RPRAC s'est fendu d'un courrier pour indiquer qu'évidemment, il n'est pas d'accord avec cette manière de voir, parce que c'est un mouvement citoyen qui doit être reconnu et dont on doit tenir compte. Alors, c'est la seule originalité, puisque, bon, tous les problèmes évoqués par le préfet sont connus, et naturellement, ce que nous devons nous dire, enfin, je vous le propose, c'est qu'on va le juger aux actes. Parce que les problèmes sont connus et les problèmes sont pris en compte aujourd'hui par la sphère politique, et pas seulement la sphère politique, mais nous avons ce mouvement citoyen, évidemment, qui a soulevé, qui a donné un coup d'accélérateur à ce problème-là, le problème de la vie chère ici à la Martinique. Et donc, on va voir comment est-ce qu'il va gérer tout ça. Voilà. Serge. Oui, moi j'ai surtout noté que ce préfet a été directeur de cabinet en Guadeloupe. Et tant mieux pour lui, puisqu'il a rencontré une jeune Guadeloupéenne qui est devenue son épouse. Et je pense que déjà à l'époque, il avait les dossiers des territoires dits d'outre-mer. Il était ensuite, il a fait divers postes au ministère de l'Outre-mer. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui doit connaître certains dossiers, même s'il ne les connaît pas tous, parce que c'est compliqué. Et puis, la deuxième chose que je remarque, c'est qu'il était directeur de cabinet de Mme Fabienne Baccio, si je ne me trompe pas de nom, qui était la préfète du Pas-de-Calais, là, en 2016, c'est-à-dire l'année où on a cassé la jungle à Calais. Et c'est lui qu'on retrouve dans tous les journaux de l'époque, notre préfet actuel, qui constate, qui fait la finalisation de l'expulsion de plus de 6000 migrants de Calais. Donc c'est quelqu'un qui visiblement n'a pas l'air d'être inquiet pour mettre la main à la pâte. Donc d'un côté, il a l'air de connaître les problèmes. Deuxièmement, il sait comment faire, et il arrive, et cette déclaration dont Raphaël a parlé, je ne travaille qu'avec les signataires du protocole. J'ai passé un âge où je crois que les gens disent n'importe quoi. Personne ne dit n'importe quoi. Quel que soit l'administratif ou l'homme politique qui dit quelque chose, il sait ce qu'il dit. Il sait pourquoi il le dit et il sait dans quel but il l'a dit. Voilà. Donc, en tête libre, mais il ne peut pas dire ça en l'air comme ça, parce qu'il a rêvé de ça à son café le matin. Tout à fait. N'oublions surtout pas que les préfets, quels qu'ils soient, reçoivent des ordres du ministère de l'Intérieur et du gouvernement de manière générale. Écoutez, moi j'ai passé 10 ans... Quand vous avez M. Retailleau, M. Darmarin... J'ai passé 10 ans à la préfecture de la Martinique auprès de 3 préfets. 3 préfets. 3 préfets. Et je peux vous dire que je disais, il n'y a pas que lui. Le respect par rapport au gouvernement est permanent. Et inutile de vous dire que quand un ministre vient ici en Martinique, il faut voir le branle-bas de combat à la préfecture pour recevoir le ministre, pour éviter
toute erreur et tout problème. Bon, alors, Karine. Eh bien, on va lui souhaiter bien du courage pour pouvoir satisfaire les attentes des Martiniquais, qui sont nombreuses et variées, parce que les problématiques qu'il évoque sont des problématiques sérieuses qui perdurent dans le temps. Je suis d'accord avec M. Tali dans le sens où il sait pertinemment ce qu'il dit. C'est une manière de s'imposer. C'est une manière coloniale de mettre les pieds en Martinique. C'est fort dommage pour lui, parce que prendre les choses sur ce versant-là, je ne suis pas sûre que ça ramène un climat plus paisible chez nous. En ce qui concerne le fait d'écarter volontairement le RPRAC, je ne sais pas non plus si c'est une bonne chose de le dire ainsi, parce que c'est quand même par rapport au RPRAC et grâce aux initiatives du RPRAC qu'il y a eu les tables rondes, qu'il y a eu un certain nombre de révélations, que la mise en lumière sur les injustices et les inégalités qu'il y a sur notre territoire ont permis à d'autres professionnels qui sont à l'extérieur d'enquêter, de faire des révélations sur ce qui se passe et qu'il y ait une conscientisation, qu'on en soit là aujourd'hui et peut-être qu'on n'a pas fini d'apprendre. C'est aussi grâce à ces mobilisations-là qui touchent à la fois, je n'aime pas non plus cette expression-là, mais tissonson et puis la retraitée ou les parents qui tous les deux travaillent, ont des difficultés à joindre les deux bouts, etc. On a énormément de Martiniquais qui sont touchés par la baisse du pouvoir d'achat. C'est une problématique depuis très longtemps chez nous. On réalise petit à petit qu'on nous a construit une façon de penser pour accepter l'inacceptable, mais qu'on nous a complètement formaté et qu'on a composé avec ce formatage, mais que là maintenant ça suffit. Donc il arrive dans un contexte particulièrement difficile où les gens ont arrêté de se faire des illusions pour la plupart. Et puis, est-ce qu'il va pouvoir, avec ce positionnement-là, revenir à de meilleurs sentiments pour négocier et puis pour essayer de composer avec le terrain? Parce qu'il arrive sur un terrain particulièrement tendu, que ce soit au niveau des acteurs économiques, des petits et des grands distributeurs, que ce soit par rapport aux acteurs politiques également. C'est un petit peu cavalier de s'imposer de cette façon-là, sachant qu'il n'est pas le premier à l'avoir fait, mais avec une population aussi attentive, parce qu'avant les préfets arrivaient, ça générait moins d'interrogations de la part de la population. Là, les gens sont très à l'écoute de ce qui se passe. Ils essaient de décrypter eux aussi à qui ils ont affaire, parce que leurs attentes sont très prononcées. Ce sont des enjeux très forts, hein. Des enjeux qui vont déterminer la suite des événements. Il s'est passé des choses traumatisantes pour certains. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi, des gens qui ont perdu leurs entreprises. Vraiment, il arrive dans un contexte difficile et c'est faire un coup de force, je pense, que de s'imposer ainsi. Alors Mathieu, est-ce qu'on peut considérer que c'est de la part du nouveau préfet une faute politique de dire tout de go comme ça, je ne travaillerai qu'avec les signataires du protocole? Vous l'avez dit, tout le monde l'a dit sur le plateau en début d'émission, on sait très bien qu'un préfet, peu importe le préfet, il reçoit des ordres, notamment de son ministère. Il prend des consignes, il prend les directives et l'intonation à tenir, il l'a. Et ça se voit souvent des fois dans des négociations, dans des trucs, il y a même des fois ils sortent, ils téléphonent, etc. C'est un peu normal, un peu classique. Et là, depuis quelque temps, il a un ministre qui est en place et qui vraisemblablement va rester en place depuis quelque temps. Parce que n'oublions pas que l'ancien préfet, il a eu, je pense, des difficultés pendant un moment qu'il n'avait pas vraiment d'interlocuteur bien précis, donc il était un peu seul face à certaines situations, donc ne pouvait pas prendre certaines décisions à un certain niveau, il était obligé d'attendre d'avoir un gouvernement en place. Donc là, c'est vraisemblablement, on avait tous entendu les propos de Retailleau, hein, donc par exemple, hein, donc on n'est pas surpris par rapport à la situation. Il avait tenu des propos et vu l'actualité nationale avec un ministre de l'Intérieur qui est en campagne pour les LR, etc. Et je serais même tenté de dire qu'il est en campagne pour des futures élections présidentielles. Donc, ce qui fait qu'on voit l'intonation qui est tenue. Donc, faut pas se voiler la face, c'est à ce niveau-là. La chance qu'on a, entre guillemets, je serais tenté de considérer, c'est que c'est quelqu'un qui connaît les dossiers
et qui on n'aura sûrement pas, parce que vu les urgences qu'on a, on l'a dit, hein, vie chère, trafic, etc. On sait très bien qu'on a saisi l'an dernier 30 tonnes de cocaïne. En Martinique, cette année, on est déjà à 9 tonnes, alors que nous sommes en février, quand on sait que pour l'ensemble de l'Hexagone, c'est 47 tonnes. Donc, ce qui fait qu'on a vraiment s'attaqué aux différents dossiers, narcotrafic, l'insécurité, la vie chère, on l'a rappelé tout à l'heure là, et c'est quelqu'un qui a travaillé sur l'octroi de mer aussi, c'est quelqu'un qui a travaillé sur l'octroi de mer, en tout cas que j'ai connu, qui a travaillé sur l'octroi de mer, notamment quand il était au ministère de l'Outre-mer. Donc ce qui fait que par rapport à toutes les urgences qu'on a, c'est quelqu'un qui permettra il va pouvoir rentrer dans les dossiers rapidement et qu'on puisse avancer, parce qu'il y a vraiment urgence par rapport à notre situation sociale, économique de notre territoire. Dans ce contexte, on l'a dit, hein, 2,2 milliards d'euros d'économie, ce que tu maîtrises très bien sur les différentes collectivités territoriales. Donc, ce qui fait que le contexte est très difficile pour tout le monde. Donc, ce qui fait qu'il faut que les choses avancent pour notre territoire. C'est ce qui m'importe, en tout cas moi, c'est que les choses puissent avancer, puissent bouger très rapidement pour sortir de cette crise que nous connaissons actuellement. Alors, Michel, le nouveau préfet dit le narcotrafic, le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes, j'en fais une affaire personnelle. Bon. A-t-il les moyens, effectivement, ne serait-ce que de faire diminuer, je dirais, ce volume de difficultés que l'on rencontre ici en Martinique, quand on sait que ça fait des années et des années que l'on réclame des radars sur les côtes, un effectif plus important pour surveiller, etc., etc. Penses-tu qu'il pourrait avoir les moyens pour ça? Il a été promis des moyens. L'ancien préfet, d'ailleurs, quand il faisait son bilan, s'était vanté qu'il avait obtenu un certain nombre, notamment des radars. Bon. Moi, je crois que, effectivement, nous ne pouvons pas exclure que ce préfet, comme les autres, a reçu des instructions dans un contexte, mais dans le contexte français actuel, où il y a une espèce de concurrence entre la droite extrême et l'extrême droite. Tu parles de Ciotti et de Marine Le Pen ou de Retailleau. Bon, tu as fait allusion il est en campagne pour la présidence des LR. Et les LR, une partie des LR, a carrément, avec Ciotti, rallié le Rassemblement national. Bon. Et Retailleau fait de la surenchère sur tous les thèmes de l'extrême droite. Bon. Par conséquent, ce qui m'a frappé, c'est la fermeté qu'il a affichée sur les problèmes de sécurité. Bon. Alors, je reviens un petit peu quand même à la question de la vie chère. Il a affirmé une chose qui me paraît importante quand même, c'est qu'il est là pour appliquer les engagements pris par l'État dans le cadre du oui, pour la protocole, suite du protocole, oui. J'essaie de trouver le terme exact, le protocole d'objectifs et de moyens. Ouais. Bon, alors, il y a quand même 3 éléments importants. Il y a la baisse de la TVA, il y a la prise en compte, alors je n'ose pas le dire, de la continuité territoriale, parce que c'est un terme que je n'aime pas, pour des raisons... C'est un simulationniste. C'est un simulationniste. Bon. Par contre, que l'aide au fret, oui, une prise en compte de l'aide au fret, et aussi la négociation des tarifs export des grandes multinationales qui commercent avec l'outre-mer, pour lesquels l'outre-mer sont des débouchés. Il ne faut pas oublier ça. Hein. L'outre-mer, ce sont des débouchés pour un certain nombre de multinationales françaises et européennes. Bon. Il faut rappeler qu'à cause de l'octroi de mer, les outre-mer sont considérés comme des territoires d'exportation pour l'Europe. Tout à fait. Alors, moi, je crois que c'est une maladresse d'afficher qui ne veut pas recevoir le RPAC. Bon, j'ai là la lettre du RPAC. Bon, j'ai trouvé qu'elle est très modérée. J'ai trouvé, effectivement. Je vous lis quelques extraits. Ouais. C'est avec enthousiasme que nous accueillons votre nomination et votre engagement est effectif pour le dialogue. Bon. Du moins avec ceux qui ont eu la sagesse de signer le protocole d'intention
contre la vie chère. Bien. Votre déclaration affirmant qu'on n'avait pas à vous entretenir avec les RPP et PRAC nous éclaire donc sur votre méthode gouvernée par sélection naturelle. Bon. Voilà. Alors, qu'il privilégie ceux qui ont signé le protocole de vie chère, ça paraît. Mais qu'il exclut ceux qui ont, comme tu dis, qui ont accéléré la prise en compte de ce problème avec d'autres quand même. Hein. Oui, oui. Je rappelle quand même, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y a des forces ici qui n'ont jamais lâché le combat contre la vie chère. Bon. Alors, d'autre part, le protocole lui-même dit, si on le lit bien, qu'on prend ces mesures, ce sont des mesures d'urgence, mais qu'il y a d'autres mesures de fond. Je prends l'exemple, par exemple, le fait de réorienter nos importations vers les pays environnants, de façon à essayer de diminuer les coûts d'importation et à nous rapprocher de la Caraïbe, par exemple. Ce sont des mesures qu'on ne peut pas prendre tout de suite, qui ont des effets à moyen et long terme. Mais le combat contre la vie chère est un combat qui nécessite d'autres mesures que le fameux protocole en question. Voilà. Très bien. Alors, vous avez entendu, effectivement, Valls, ministre des Outre-mer, nouveau ministre des Outre-mer du gouvernement Bayrou, indiquer qu'il se fait fort de reprendre les dispositions du SIOM, c'est-à-dire du Comité interministériel des Outre-mer, le SIOM, Comité interministériel des Outre-mer. Oui, le SIOM, oui. Ouais, c'est ça. Parce que, évidemment, rien de significatif n'a été fait jusqu'à maintenant. Il faut rappeler que le SIOM s'était réuni en juillet 2023 et qu'il y avait une clause de revoyure un an après. Un SIOM qui est déjà programmé. Oui, qui est programmé. Mais pour l'instant, Second semestre. à cause de la dissolution de l'Assemblée nationale, rien n'a vraiment évolué. Donc on peut imaginer que, compte tenu de du contenu même de ce SIOM, de ce comité, il faut rappeler que c'est à plus de 70 mesures et qu'aujourd'hui, il n'y a même pas 30 mesures qui ont été appliquées. Bon. Donc on peut imaginer que l'État va respecter ses engagements. D'ailleurs, c'est le discours qui était tenu par Jean-Christophe Bouvier et qui est tenu par ce nouveau préfet. Et on peut imaginer que, évidemment, surtout pour ce qui concerne le mot que tu n'aimes pas, la continuité territoriale et l'exonération, je répète, parce que tu dis souvent la baisse de la TVA, c'est l'exonération de la TVA sur les produits essentiels. C'est 6 à 7 000 références. Oui. L'exonération, c'est-à-dire c'est zéro TVA. C'est zéro TVA. Hein? Mais avec quand même péréquation. Hein? Non, mais la péréquation, c'est autre chose. Bon, la péréquation, c'est comment dire, produit. le corollaire. Hein, nous sommes bien d'accord. Ouais. Bon, en tout cas, ce que nous pouvons espérer, chers amis, c'est que ce SIOM qui devrait normalement se réunir au mois de mars puisse réaffirmer. C'est après. Deuxième semestre, ça a été Deuxième repoussé. semestre, ça a été repoussé. Ah bon, pas peut-être en Ça a été salle. repoussé. Deuxième semestre, Il a ça a été repoussé, repoussé. Vous imaginez, deuxième semestre, ça veut dire que nous sommes déjà quasiment à 2 ans du premier SIOM, avec des dispositions, je rappelle, plus de 70 mesures pour permettre, évidemment, les mesures. Je rappelle que certaines mesures, je n'en prends qu'une seule. Le coût de l'essence. Le coût de l'essence. Faire diminuer ce coût de l'essence. Nous avons tous une voiture. Il y a plus de 200 000 voitures immatriculées dans ce pays. Non. Plus de 200 000 voitures immatriculées dans ce pays. Ça veut dire qu'il y a... Attends, mais tu me dis qu'il ne faut pas rêver. Il n'empêche que c'est une disposition contenue dans le SIOM. Eh bien, moi, je te dis que c'est une annonce démagogique parce que... Un doux rêve. C'est un doux rêve parce que... Non. Monsieur, le savent, taxe et l'État qui a prélevé. Non, mais tu te trompes. Bon. Non, tu m'excuses. Le prix des carburants, l'État ne perçoit pas 1 centime en Outre-mer. En Outre-mer. Outre-mer,
sur l'essence. Les taxes, c'est un des résultats de nos combats antérieurs. Les taxes sur l'essence sont perçues par les collectivités. Il y a En l'occurrence, ça c'était. Oui. la CTM. Bon, par conséquent, Alors je rappelle. si on diminue, et une partie. Non, tu permets. Hein? Non, mais je vais rebondir sur ce que tu dis. Non, mais Je rebondis. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Bon, tu permets. Bon. Par conséquent, si on diminue sur les taxes, ce sont les ressources de la CTM qui vont diminuer. Et puis il y a l'octroi de mer. Bon. Par conséquent, quand on reste sur le contrôle des marges de la SARA, n'est-ce pas, qui est effectué par la DITS. C'est contrôlé. C'est un des rares secteurs, c'est un des rares produits qui est contrôlé par l'État. Et c'est l'État. Et le prix des carburants est fixé en fonction des variations des coûts des matières premières chaque mois. Par conséquent, c'est un mécanisme qui a été d'ailleurs réformé, amélioré et modernisé par le ministre Lurel quand il était ministre d'Outre-mer. Oui. Bon, Alors, ce que je veux te dire, Michel, pour te rassurer, alors, tu imagines bien, moi qui ai géré les finances du département, maintenant de la mairie, je sais très bien qu'effectivement, c'est essentiellement, alors je dis les taxes prélevées par l'État, bon, c'est une erreur. Un centime. C'est une erreur. Sauf que si on diminue pour permettre de retrouver des marges pour les consommateurs que nous sommes, diminuer le coût de l'essence. Le coût de l'essence, mais oui, mais il n'empêche que c'est. Les prix sont inférieurs. Il n'empêche que c'est un élément qui permet d'améliorer le pouvoir d'achat de tous les consommateurs. Évidemment, ça devra être compensé, bien entendu, par l'État. Parce que le SIOM sert à ça. Je te dis, c'est dans les mesures qui ont été proposées. Attendez, j'en termine et je vous repasse la parole. C'est dans les mesures qui ont été proposées par le SIOM. Pratiquement parmi les premières mesures. Bon, enfin bref. Bon, moi je pense qu'il faut prendre un autre exemple. Bon, non, mais il n'empêche que... Non, je cite une mesure qui est dedans. Je n'y peux rien, c'est dedans. Oui, pardon. Magadouya dedans, quoi, tu pardon. Bon, alors très bien. Donc nous en étions où là, finalement? Non, je voulais juste rappeler que effectivement, ce sont les taxes qui font la différence. Je me souviens un brillant article de Mathieu Cordémy à l'époque où l'ancienne gouvernance de la CTM avait augmenté la taxe sur l'essence. Et il avait fait un très bel article. Alors, nomination... Un truc pour dire des conneries. Monsieur Branchi. Non, on va pas revenir. Michel, j'ai pas dit... C'est de la démagogie. C'était un très bel article. Non, mais Mathieu, je ne suis pas revenu. On avait aligné les taxes et le niveau de la voie. Voilà, je savais qu'il allait répondre. Bon, Mathieu, je voulais pas tomber. Mathieu, si tu n'étais pas là, j'aurais répondu à ta place. Oui, non, je ne vais pas répondre. Je laisse les choses. Non, je veux juste dire une petite chose dessus sur le comité interministériel. Oui, ça permet de faire avancer certains dossiers. Pourquoi? Une simple raison, c'est parce que l'ensemble des ministères sont présents et qu'on sait que le budget dit des Outre-mer de 2 milliards 450. Non, là, il est passé à 3 milliards. Manuel Valls a réussi à le faire passer à 3 milliards. Donc, ce qui fait que le budget de 3 milliards, c'est beaucoup de... Certaines mesures dépendent de d'autres ministères. Le ministère de la Santé, par exemple, etc. Donc, ce qui fait que le ministère de l'Agriculture, donc, ce qui fait que ça permet simplement d'avoir tout le monde au même endroit, donc pouvoir acter, de faire les choses aller plus vite. Mais si on veut vraiment, là, tu as parlé de problèmes structurels, de problèmes de fond, de problèmes de l'économie, etc., il faut aller vers des lois à ce moment-là. On en a déjà parlé des fois ici, loi programme, loi d'orientation, etc. Parce que c'est pas vraiment un SIOM qui va vraiment faire avancer les choses. C'est des fois, il y a certains SIOM, ce sont des grandes messes. Tout le monde est là, tout le monde parle, chaque territoire vient, essaye de faire avancer 2-3 mesures sur son territoire, etc. Moi, j'ai un point à faire par là, moi, j'ai un petit dossier à débloquer par là, etc. Et ça se cantonne à ça. Non, ou à l'avoir déjà participé. Tu as parfaitement raison. Sauf que c'est des engagements qui sont pris par le gouvernement. Oui, tout à fait. Le gouvernement. Et évidemment, nous le savons tous, autour de la table, il faut des véhicules législatifs pour rendre les choses applicables, voilà, pour les appliquer. Nous sommes bien d'accord. Oui, bon, parfait. Alors, nomination d'un nouveau procureur de la République. Ah, mais c'est la même chose que pour le préfet. Ben oui, nous sommes bien d'accord.
Puisque on se rend compte que les enjeux sont les mêmes, c'est-à-dire la lutte contre le narcotrafic, contre le trafic d'armes. Ouais. Évidemment, La violence. les deux sont liés, quoi. Puisque, bon, donc le S'il y a un nouveau procureur... et que la suite, il n'y a pas assez de greffiers, il n'y a pas assez de juges, il n'y a pas assez d'espace, il n'y a pas assez de Bien ceci sûr, et de cela. Bon. Donc on verra, ce monsieur Yann Lebris, Oui. Les mêmes causes, les mêmes effets. Il a l'air de tenir un discours très ferme en arrivant. Il a fait un peu comme le préfet, mais bon, est-ce qu'il aura les moyens de Moi, en sa début d'année, politique? quand j'avais mes élèves, j'avais un C'est ça que discours tu très faisais. ferme. Ah bon, en tout cas, pour y en avoir. Il est effectivement connu comme un préfet, comme un procureur qui a un discours très ferme. En tout cas, je l'ai vu plusieurs fois à Mayotte à ce niveau-là. Il est connu aussi pour Vous avez compris qu'il voyage beaucoup. Il ce est monsieur, connu, non pas vu à Mayotte, je l'ai vu à la télé. Voilà, parce que j'ai pas été encore à Mayotte. J'ai pas eu cette chance d'aller à Mayotte. Il a dit pas encore. J'ai pas eu cette chance, mais j'espère un jour pouvoir la Ouais, faire. un jour, J'ai pas un eu cette jour. chance pour l'instant. Mais il est connu pour faire beaucoup de comparutions immédiates. Et on connaît les comparutions immédiates, souvent ce que ça donne des décisions de justice souvent plus lourdes. Donc ce qui fait que ça s'est souvent traduit là-bas par un taux d'incarcération à la prison de Mayotte qui explose. 111 places à peu près, 370 détenus à la prison de Mayotte. C'est la prison de France où il y a le plus de taux de surincarcération. Donc le plus important, donc il est connu aussi pour ça. Donc voilà. Et il aime aussi les hommes politiques. Pareil. Il a effectivement conduit à la condamnation de certains hommes politiques à Mayotte, entre autres, avec des peines d'inéligibilité directe, comme dans le dossier, comme ce qui est demandé dans un dossier au niveau national. Donc, ce qui fait qu'il est connu pour ça, en tout cas. Donc en matière d'incarcération, je reprends ton terme d'exploser, on va faire exploser le syndicaliste Louvounou. Si on augmente l'effectif d'une prison qui est déjà fort occupée. Hein. Oui, en tout cas, en matière pénale, les avocats protestent souvent contre les comparutions immédiates en disant c'est une justice expéditive parce qu'ils n'ont pas le temps de préparer le dossier, etc. Et que souvent ça conduit, d'ailleurs tous les chiffres le montrent, ça conduit à des peines beaucoup plus lourdes, souvent 2 fois plus lourdes à ce niveau-là. Donc c'est là qu'il y a, en tout cas certaines personnes sont inquiètes. C'est une réponse à ceux qui parlent de laxisme de la justice aussi. Oui. Bon, il faut savoir, moi, je suis pour les voyous et ceux qui font du trafic de narcotrafic, moi je suis pour l'application, je suis pour les comparutions immédiates. On peut pas, Avec le maximum. on peut pas vouloir le beurre, l'argent du beurre. Et la fermière. Il faut une certaine fermeté concernant les voyous. Ouais. Maintenant, les crimes sexuels, les crimes qui nécessitent des examens psychologiques avec un examen du passé, du contexte, etc. Oui, il faut du temps pour préparer. Mais il a fait sa fermeté justement pour les crimes sexuels, les violences faites aux personnes, et plus particulièrement aux femmes, parce que là, c'est vrai que nous avons un véritable problème dans ce pays. Voilà. Mais chacun est un cas d'espèce. Pas seulement ici en Martinique, mais en France de manière générale, alors que l'Espagne a En réussi à 2023, juguler ce c'était problème-là. 93 féminicides en France. Donc tu imagines. Martinique compris. Donc ça veut dire. Tout à fait. Ouais, c'est extraordinaire, ces chiffres-là, ils sont affolants. Ouais. Donc si il met un accent particulier sur ce problème-là, c'est tant mieux. Alors passons au. Excuse-moi. Je peux parler d'autre chose que Miss Martinique. Mais non. Absolument. Non, C'est une forme de ne violence. pas me faire ce reproche, Karine. Non, quand même. C'est une boutade, une boutade. Vas-y. Ceci dit, oui, je note comme vous qu'il s'inscrit dans la même ligne que le préfet, donc Étienne Desplanques. Pour revenir à ce que tu disais par rapport au fait qu'il se soit, entre guillemets, attaqué aux politiques à Mayotte, la configuration du pouvoir à Mayotte n'est pas du tout la même que sur les autres territoires. Il y a des chefs de tribus qui ont des responsabilités politiques, que l'on est censé consulter avant d'appliquer un certain nombre de choses. Avec un droit coutumier qui percute le droit français. L'autorité à la française. Donc je pense qu'Étienne Desplanques et Yann Lebris
font un peu une démonstration d'autorité républicaine sur les territoires d'outre-mer. Ils sont là pour ça. Ils veulent rétablir l'ordre républicain sur les territoires, sur les anciennes colonies, et bien montrer que c'est la France, qu'ils sont là pour rétablir l'ordre, rétablir le bon déroulement des choses à leur manière. Et j'espère qu'il sera plus diplomate que le préfet. J'espère qu'il aura les moyens de travailler, qu'il aura plus de moyens de travailler, parce que ce sont des problématiques sérieuses. On parle d'humain, on ne parle pas tout simplement de chiffres. Donc, que ce soit les conditions d'incarcération, que ce soit la gestion de certains dossiers. Et puis, je vous rappelle aussi que nous avons des problématiques très sérieuses au tribunal qui tardent à être traitées, telles que le vol de terre. On a parlé de l'affaire Pinto, on a parlé de l'affaire Lumengo, on a parlé aussi de l'affaire Surena qui avec l'expulsion aux Salines qui s'est faite cette semaine. Donc nous avons vraiment des choses caractéristiques de la Martinique à gérer, et nous espérons qu'ils prendront leur rôle respectif suffisamment au sérieux pour rétablir une justice et une équité sur le respect des droits de chaque citoyen martiniquais. Mathieu, tu veux réagir par rapport à ce que dit Karine? Non, je voulais juste rajouter, pour terminer par rapport à ce qu'on disait par rapport à la justice et ce qui s'est passé avec certains élus à Mayotte. Il y a notamment le maire, c'est d'ailleurs sa dernière grosse affaire, le maire d'une commune de Mayotte qui a été condamné à 2 ans de prison ferme, 10 ans d'inéligibilité directe, et pour avoir, entre autres, puisqu'il y avait plusieurs choses qui étaient reprochées, délit de favoritisme, etc., mais entre autres pour avoir acheté 2 photocopieurs à 50 000 €. Entre autres. C'est juste un des exemples. Ça fait cher les photocopieurs. Ça fait cher la copie. Bon. Puis ça fait cher la corruption sur le territoire. Donc, oui, mais bon, c'est... Si de ce côté-là, il fait un peu de ménage, ça rendra service à tout le monde. Oui. Ah, ça existe ici. Sauf que... Ça existe ici. C'est une légende urbaine. Ah, d'accord. Enfin, légende urbaine. Moi, je suis de ceux qui défendent les élus bec et ongle. Oui. Pardon, j'ai ri très sincèrement. Oui. C'est énervé. Parce que je crois qu'effectivement, la grosse majorité des élus se donnent, mouillent son maillot. Il y a forcément des brebis galeuses, comme dans toutes les sociétés, dans tous les groupes humains, je dirais. Il y a forcément... Alors, tu vas me donner des exemples. La dernière fois que j'ai entendu quelqu'un dire qu'il mouille son maillot pour la Martinique, franchement, il y avait des chiffres très à l'appui sur un site très officiel qui s'appelle assemblénationale.fr, et c'était pas fameux. Côté absentéisme, côté productivité, côté représentativité. Non, mais souvent, les parlementaires te disent que le travail ne se fait pas forcément dans l'hémicycle, le travail se fait en commission, etc. Mais bien sûr, encore faudrait-il y aller. Bon, bah oui, mais je ne sais pas si c'est des statistiques. Mais attends, Michel, toi et moi, nous sommes des élus. Bon, mais moi je t'arrête quand même. Nous ne parlons pas du travail des élus. C'est ce que j'allais dire, c'est pas la même chose. De la corruption. C'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis. C'est pas la même chose. Non. Moi, je pense que précisément, si on veut rétablir la confiance des citoyens dans leurs institutions et dans leurs élus, il faut à la fois souligner le travail que font les élus, mais aussi frapper quand il y a de la corruption. Absolument. Je vais juste rajouter, si tu permets, Michel, mais sans t'interrompre, excuse-moi, pendant que j'y pense, il y avait eu un rapport de la Commission européenne sur la corruption dans le monde. Et la Martinique était très mal placée. Elle était même devant la Corse, c'est pour vous dire. On a l'impression qu'il se passe vraiment des choses très violentes en Corse. Mais en gros, dans toutes les relations que l'on peut impliquer à la corruption, il y avait aussi des problématiques d'inégalité et d'injustice croissante, du fait que ça coûte plus cher aussi aux citoyens, parce qu'il faut entretenir le train de vie des gens qui vivent de la corruption à chaque strate, plus assurer le service public, et la plupart ceux qui ne sont pas dedans sont clairement pénalisés. Et ça, ce sont des écrits officiels. Donc j'invite chaque téléspectateur et puis chaque téléspectatrice à consulter c'est très instructif. Je suis là pour vous donner la parole. Oui. Mais je m'inscris en faux par rapport à ça.
clairement. Par rapport à la corruption? Par rapport à la corruption en Martinique. Ah, mais ce n'est pas En qu'en Martinique. Non, je parle de la Martinique. La conclusion que je viens de donner, ce n'est pas valable qu'en Martinique. Hein. Non, mais je parle de la Ce dont je parle, Martinique. ce n'est pas valable Mais qu'en je Martinique. m'inscris en faux par rapport à ça. Je reprends mon ancienne casquette. Le D'élu. commissaire de la concurrence de la consommation, c'est faux ce que tu dis. Ah bon? Il y a de la corruption. Ah ben, j'ai pas dit qu'il y en a Il pas. y a de la corruption. Je n'ai pas. Il y a la corruption. Michel. Et notamment, il y a du favoritisme dans les marchés publics. Bon, alors, nous avons tué ça. Nous avons tué la conversation là. Mais pourquoi donc c'était passionnant? Mais non, c'est pas N'est-ce pas, Michel? notre sujet, puisqu'on va s'écharpiller sur ça, parce que je suis désolé. Chaque cas est un cas d'espèce. Je suis désolé de voir se répandre ce genre d'informations qui discréditent la sphère politique Le problème, c'est les élus. Mais ça ne concerne pas que la politique, hein, la corruption. Non, Le nous problème, parlons c'est de la politique. généralisation. Eh oui. C'est quand on fait un tout, on met un groupe de personnes dans une situation. Ben oui, mais c'est ça. tout. Ben Les oui, politiques, ben oui. c'est Les politiques, une alors que c'est absurdité. pas vrai. Il y a, Michel a raison, il y a des cas. Mais Bon, c'est il bien- faut étudier les cas. Mais il y a pas, c'est bien ce que je dis. Nous sommes, ce groupe-là est un groupe humain. Il y a forcément des comme groupes dit un de mes amis Partout. élus, Mais ce que j'ai dit n'est pas contraire à ce que un tu as dit. politique, c'est Partout. presque un militant C'est comme- parce que ce qu'il touche comme truc, c'est à peu près rien. Donc, Voilà, et voilà. faut arrêter d'attaquer les C'est politiques. exactement et ce je que suis j'allais d'accord dire. avec lui. Quand j'entends les gens dire ah c'est lui qui a mis l'argent Voilà. pochio, etc. Mais c'est etc. ça le problème. Nous sommes d'accord là-dessus. Il faut Ça veut pas dire qu'il y a pas- qu'il y a pas de rester discussion pour enlever. mesuré. Il faut rester mesuré. Surtout que, Messieurs, surtout que messieurs, surtout que tout cela se traduit par des chiffres qui sont sortis cette semaine. Il y a eu un sondage de CEPIVOP, de sciences politiques, en gros, qui est fait par un institut de sondage sur sciences politiques, qui montre que près de 70%, 74% des Français, des pourcents, se désintéressent de la vie politique, etc. Et là, il y a un vrai danger à ce niveau-là. Ouais. N'ont pas confiance, considèrent, il y a des mots très forts qui reviennent dans ce sondage. Et quand on fait ces comparaisons par rapport à d'autres pays européens, nous sommes à près de 20 points de plus, Allemagne, Italie, etc. Et là, il y a de quoi être inquiet. Donc, bien sûr, même s'il y a la situation de ce qui s'est passé en début d'année, la dissolution de l'Assemblée nationale, etc., qui crée une instabilité, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a simplement 4 points en plus. Donc, ce qui fait que il y a une vraie défiance vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis des politiques, et on en a besoin. Et c'est important parce que ça permet la stabilité et la démocratie d'un pays. Absolument. Bien, alors passons au nom de notre rencontre de ce soir, à savoir l'ouvrage signé par M. Serge Tali présent. Je rappelle aussi qu'une des préfaces a été rédigée par notre éminent chroniqueur qui est Michel Branchy. Mais je veux rappeler quand même le contexte de cette lettre à Maurice Thorez parce qu'il s'agit de ça. Serge Tali, qui est ici présent, donc signe cet ouvrage. Il ne fait pas de commentaires, simplement au début de l'ouvrage, en disant qu'il propose aux lecteurs de prendre connaissance de tout ce qui a été écrit autour de la démission d'Aimé Césaire. Oui. Ah, la caméra, oui. Alors, c'est ce bouquin. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux, oui. Tu veux monter? Oui, ici. Donc, la lettre, ça s'appelle la lettre. Et c'est autour de la démission d'Aimé Césaire du Parti communiste, la fédération. Français, le Parti communiste Non, mais français, oui, c'est ce que de j'allais dire. français. Mais ici, ce Parti communiste français était représenté par une fédération. Oui, mais il dit bien qu'il démissionne du Parti communiste français, pas de la fédération. Oui. Tout à fait, Ouais. d'accord. Parfait. Mais vous avez évidemment l'auteur plus le préfaceur, si on peut employer ce néologisme, sont là pour effectivement nous renseigner sur tout ce qui est... Mais je veux situer le contexte quand même, avant de vous passer la parole. Il ne faut pas oublier que Staline meurt en 1953. Vous êtes d'accord, messieurs? Oui. Et que Khrouchtchev, qui remplace Staline, dénonce les crimes de Staline, et ceci en 1956. Mais avant la lettre, évidemment, de démission de Césaire, la lettre adressée à Maurice Thorez, qui était donc le secrétaire général de la fédération du Parti communiste français. Parti communiste français. Alors bien sûr, Césaire s'insurge contre ces crimes commis par Staline pendant toutes ces années, parce qu'il faut rappeler que Staline a remplacé Lénine depuis les années, alors je parle sous votre contrôle, mais c'est depuis les années 1920, enfin,
Michel, tu pourras mieux nous dire ça que moi. Et il a gouverné pendant 30 ans. 30 ans. Staline succède à Lénine en 1922. Voilà. Me semble-t-il. Mais bon. Mais pour revenir à la lettre, de Césaire, elle est du 24 octobre 1956. Oui. Bon. Et aussi, il y a un contexte international, c'est l'intervention soviétique en Hongrie. Alors, il faut rappeler, parce que évidemment, je suis bien gardé de... Enfin, je connaissais, je suis allé en Hongrie il n'y a pas très longtemps, je suis allé à Budapest. J'ai visité le musée d'ailleurs, qui fait part de... qui raconte cette révolution. Mais il faut rappeler que cette révolution qui a été écrasée par les soviétiques est postérieure à la lettre à Maurice Thorez, parce que les soviétiques sont intervenus à Budapest en novembre hein, Ouais. 1956, alors que la lettre à Maurice Thorez date d'octobre 1956. Mais il y avait déjà des C'est un petit détail. Il y avait déjà beaucoup de tensions. De toute façon, les soviétiques occupaient la Hongrie depuis 1938, ou peut-être... Non, 1944. 1944. Ouais, voilà. En gros, alors je ne vais pas revenir sur la lettre. Bon, ce qui est intéressant, à mon avis, dans l'ouvrage, ce qui m'a plu dans cet ouvrage, parce que je suis d'une génération, je n'ai pas vécu les polémiques et les déchirements qu'il y a eu entre les communistes de l'époque et ceux qui ont quitté le Parti communiste avec Césaire, qui ont créé le PPM en 1957. Bon. Et ceux qui Pourquoi 57 1958. C'est 58. Hein. 58. 58, oui, 58. Le PC. Alors, ce qui me... Alors, les dates sont importantes quand même. 56, démission de Césaire, de la Fédération de la Martinique du Parti communiste français. Bon. Septembre 1957, création du Parti communiste martiniquais. 21-22. Bon. Mars 1958, création du Parti progressiste martiniquais. C'est ça. Bon. Alors, le point essentiel qui m'a extrêmement, comment dirais-je, passionné, c'est que Tali a fait un travail remarquable de contextualisation. Il a... Je vous lis quand même le... D'ailleurs, ça s'appelle à travers la presse déchaînée. Le temps de la démission. Alors, vous avez la lettre à Maurice Thorez, et vous avez tout de suite les nouvelles des Antilles de la Guyane. Vous avez la paix, vous avez justice, vous avez le populaire, vous avez le courrier, vous avez la petite patrie. La petite patrie. Vous avez de nouveau justice. Le sportif. Le sportif. Le sportif aussi. Bon. Donc, ce qui m'a frappé, moi, c'est que Tali n'a pas hésité à publier les articles de toute la presse qui était anticommuniste. Oui. Qui était furieusement anticommuniste, oui, et qui a applaudi de manière presque grossière à la démission en disant « Enfin, Césaire va détruire le Parti communiste ». C'est ça. C'est ça. Y compris l'évêque. Y compris l'évêque. Alors... Qui est Varin de la Brunelée. Varin de la Brunelée. Bon. Et ça montre bien le contexte. Ça montre bien le contexte. Et
les polémiques, les élections qui ont suivi. Il y a eu une élection à la mairie de Fort-de-France, il y a eu une démission. Février de 1957. Gratien s'est présenté contre Césaire, il a été battu. à plate couture. Il a été battu. Il a été battu. Bon. Ouais. Mais il y a un élément, comme on dit. En gros, le peuple a quitté le Parti communiste, mais les militants sont restés au Parti communiste. Les cadres. Les cadres sont restés au Parti communiste. Donc, c'est ça Alors, ce qui est intéressant, à mon avis, c'est de voir les arguments qui sont échangés. Parce qu'à l'époque, le niveau quand même politique était nettement supérieur. Le niveau du débat politique. Bon, je retire, et je remercie Tali pour ça. Le niveau du débat politique, bon, si je prends par exemple le niveau du débat politique sur la vie chère, il est de la pauvreté, d'une ignorance. Il faut dire que c'est un élément un peu technique aussi. Aussi. J'essaie de. Je m'excuse. Mais bon. À partir du moment où on parle de quelque chose, on a le devoir de s'informer. Oui. Ok? Bon, on ne peut pas confondre le bénéfice fait par un groupe, même si le combat, un groupe capitaliste. Et le chiffre d'affaires. Le bénéfice fait sur 16 territoires et l'attribué à un territoire. Quand même. L'avocat qui défend ça, c'est un... S'il te plaît. Oui. Bon. Un peu de mesure. Bon. C'est pas porte-joie, c'est porte-mal. Bon. Alors, je veux dire par là que ce qui m'a frappé, moi, c'est quand tu vois les échanges qu'il y a, le courrier des Antilles, la paix, le journal de l'évêché, et que tu vois à l'époque les réponses de justice, etc., je trouve ça extrêmement intéressant. Et ça, c'est un document pour la formation. Ça permet de comprendre d'ailleurs aujourd'hui le clivage politique, les courants politiques qu'il y a aujourd'hui. C'est pas par hasard qu'il y a un parti progressiste martiniquais, et qu'il y a un parti communiste martiniquais, et qu'il y a d'autres formations qui sont les héritiers. Alors bien sûr, les termes du débat politique aujourd'hui ne sont pas les mêmes que les termes du débat politique de 1956, etc. Alors Michel, tu as signalé dans ta préface que le Parti communiste martiniquais a été créé en 1957, alors que le Parti progressiste martiniquais en 1958. Mais est-ce qu'on ne peut pas s'interroger sur ce calendrier qui correspond à une prise de conscience de la part de la Fédération communiste de la Martinique, alliée au Parti communiste français, qui, à la lumière de l'interpellation de Césaire, s'est obligé justement à se remettre en question, et finalement à adopter une position un peu plus nationaliste martiniquaise. Je ne sais pas s'il peut répondre aussi vite, mais la lecture plus fine des articles, notamment les articles de justice, disent précisément que des discussions avaient déjà commencé en interne et que Césaire était très au courant qu'il y aurait eu une transformation. Donc c'est un des reproches que la Fédération communiste lui fait. Bon, ben voilà, tu as fait la réponse que j'aurais très bien. Mais il faut lire. Il faut lire. C'est exactement pour ça, excuse-moi Michel, c'est exactement pour ça que j'ai tenu à publier les documents bruts.
Oui. Parce que j'aurais pu, mon papier lettre qui ont l'autre, j'aurais pu lire et puis faire mes commentaires et puis dire je pense que. Comme ça, Il dit non, je ne pense rien, je donne et chacun pensera comme il veut. Et chacun refera l'histoire. Je sais pas, comme j'expliquais à quelqu'un, je disais à quelqu'un hier ou avant-hier, on pourrait par exemple dire quelle était la position de la SFIO, par exemple, dans le truc. Ça peut être intéressant à voir. Parce que la SFIO a dit, Césaire, tu as démissionné, viens mon gars, tu répètes depuis, tu fais ce qu'on le répète depuis des années, viens avec nous. Il faut dire aux téléspectateurs, c'est quoi la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, c'était le Parti socialiste. Le Populaire. Ouais. Non, alors... Oui, ils avaient un journal qui s'appelait Le Populaire. Et on peut faire ça dans d'autres... Il y a un journal, Michel a cité La Petite Patrie. La Petite Patrie, c'est le journal, bon, disons, où la plume principale, c'est M. Henri Lémery, qui est né à Saint-Pierre, qui était ministre, et je ne vais pas faire un discours sur lui, il était ministre des colonies sous le gouvernement de Pétain. Voilà, ça vous situe le gars, quoi, c'est tout. Bon, il est content que Césaire ait quitté le Parti communiste. Il veut se coller sur Césaire. Donc, il y a une analyse. Il y a vraiment les gens qui sont fouillaya, qui là, ils ont de quoi. Enfin, c'est comme ça que je l'ai considéré. Alors, c'est comme je dis, voilà à manger, et puis chacun fait la cuisson comme il veut. D'accord. Alors, Serge, tu vas prendre la parole en dernier parce que. Oui. Tu vas pouvoir. J'aurais bien aimé avoir la réaction de Karine et de Mathieu. Ouais. Avez-vous parcouru cet ouvrage? Enfin, j'emploie le mot à dessein d'ouvrage parce que effectivement, c'est un document qui est extrêmement intéressant et qui nous renseigne sur cette période qui était une période charnière pour l'histoire de la Martinique. Alors, ma foi, pas encore. Il faut être honnête. Oui. Hein. Oui, bien sûr. Mais j'ai vu que tout le monde est venu avec son livre. Je culpabilise à l'idée de ne pas l'avoir encore acheté. Mais non, faut pas je le ferai sans tarder. Et je me ferai un plaisir de lire ce bel ouvrage sur une période que je pense que même mes parents ne pourraient pas détailler aussi bien. Et tout ce qui concerne un peu Césaire, il y a tellement de choses à découvrir autour d'Aimé Césaire qu'on n'aura jamais fini. Oui. Et je pense que le fait aussi de vous entendre parler, ça donne l'impression d'avoir des éléments de décryptage pour ce qui a construit la société martiniquaise d'aujourd'hui et son lien avec la France. Donc, c'est ce qui me fait dire que ce texte, la lettre à Maurice Thorez est un texte fondateur. Oui. Et je vais vous lire, enfin, rassurez-vous, ce ne sera pas long, hein, quelques éléments de la phrase qui sont dans le langage militant aujourd'hui. Alors, c'est des phrases que vous connaissez. Par exemple, l'heure de nous-mêmes a sonné. Ah ben oui, on en parlait avec Mathieu. L'heure de nous-mêmes a sonné. Mathieu, c'est quand même le nom de notre émission. C'est resté dans le langage. Mais c'est la lettre à Maurice Thorez, c'est contenu dans la lettre à Maurice Thorez. Ou encore, un autre élément, il y a deux manières de se perdre, par ségrégation murée dans le particulier ou par dilution dans l'universel. Donc toute la pensée de Césaire est là. Je ne lis que ça, pour ne pas, évidemment... ne pas spoiler. Non, mais pour ne pas être trop lourd par rapport au ça peut se lire de temps en temps. Lire tout Justice ou lire tout Le Populaire. Il n'y a pas de... ce qui est bien, c'est peut-être la lettre et puis quelles sont les réponses sur la lettre. Et puis après, le reste, c'est... Et puis il faut parler du droit à l'initiative, par exemple. C'est pas un roman, quoi. Le droit à l'initiative que nous employons aujourd'hui dans notre langage pour dire que nous avons besoin de plus de responsabilités dans ce pays, etc. Le droit à l'initiative, c'est contenu dans la lettre à Maurice Thorez. Effectivement, il dénonçait l'habitude que certaines personnes avaient pris de faire pour nous, de penser pour nous. Exactement. Et c'est à ce niveau-là ce qu'il dénonçait aussi. On regarde Michel Douce tranquillement, c'est ce que je sais, mais je dis pas. On sait déjà. Effectivement, mais je savais déjà ce que oui, et puis au niveau, je savais déjà bien sûr ce que Michel allait répondre là-dessus. Mais il y avait pas que cet aspect des choses là aussi, parce que même s'ils ont dit qu'il y avait déjà. Il a répondu. Hein. Oui, mais il n'y avait pas que ça qu'il a dénoncé dans la lettre à Maurice Thorez. Il a dénoncé certains faits, certaines choses qui se passaient notamment en Europe.
Et il y a cet aspect des choses là aussi qui sont importantes, notamment, il y a ça aussi, même s'il y avait l'habitude de faire pour nous, qu'il fallait, comme on le dit, que l'heure de nous-mêmes avait sonné, c'est à nous de penser, c'est à nous de prendre l'initiative et d'y aller, qu'on ne doit pas subir en permanence et qu'on pense pour nous à l'extérieur et que nous avons la capacité de penser pour nous, la capacité de créer, la capacité d'initiative. Et c'est quelque chose d'important qu'il faut véhiculer actuellement à nos jeunes, à l'ensemble de nos jeunes Martiniquais, qui doivent avoir confiance en eux et confiance à la capacité d'initiative, de créer des entreprises, de se développer, de se battre. Et bien sûr, c'est aux hommes politiques de mettre en place ce cadre favorable pour les aider à s'épanouir et d'aller de l'avant. C'est ça qui est important à mes yeux. Alors, Caroline voulait juste dire quelque rajouter chose. que Ouais. c'est quand même édifiant de juste réaliser là comme ça que 80 ans après, ce soit toujours d'actualité. Ah ben oui, ben oui. Avec Mais- tous les moyens que nous oui. avons, Mais oui, c'est clair. avec la communication que nous avons, l'accès à l'information. C'est terrible. Mais je peux te dire que le texte de Césaire, le discours de Césaire au balcon de la mairie de Fort-de-France dans les années 70, qui s'appelle les trois voies ou les 5 libertés, eh bien, quand on lit ça, on se dit, mais on a eu du mal à faire un progrès par rapport à ça, 30, 40 ans après, 40 ou 50 ans après même. Et on voit bien que les problèmes se posent avec la même acuité. Hein, parce que bon, c'est des textes qui sont extrêmement importants. Qu'on soit du PPM ou pas, hein, je veux dire, quand on est martiniquais, on se rend compte que Césaire avait vraiment une vision, et qu'il faut retenir cette vision-là, il faut retenir toutes ces... Bon, tu permets que je dise quand même quelque chose sur ce thème. Il a moi aussi la réponse, d'ailleurs. La réalité, elle est moins caricaturale. Au sein même de la fédération martiniquaise du Parti communiste français, depuis les années 50, mais surtout 1955, avec un secrétaire général qui s'appelait Camille Sylvestre, il y avait déjà une discussion, et d'ailleurs le mot d'ordre, qui était jusque-là l'assimilation à l'époque, la départementalisation, l'assimilation. Les communistes étaient pour l'assimilation. Eh bien, le mot d'ordre a changé. Et bien, c'était pour la gestion de nos affaires par nous-mêmes. Et donc, en 1955, donc c'était déjà cela. Et la traduction de cette prise de position, d'une évolution du statut de la Martinique par rapport à la France, devait se traduire par une évolution organisationnelle. C'est-à-dire que le parti, la fédération du Parti communiste français devait devenir un parti communiste martiniquais. Et c'est comme ça. Alors bien sûr, la démission de Césaire a accéléré, bien sûr, le phénomène. Bon, ça a accéléré le phénomène. En septembre 1957, les communistes se réunissent en congrès et créent le Parti communiste martiniquais. Donc, ce n'est pas un acte neutre. Ordinaire. C'est un acte qui traduit à la fois une évolution de la pensée politique et dès 1955, la Fédération communiste condamne l'assimilation en disant que l'assimilation est le cache-sexe du colonialisme. Et plusieurs personnes en sont revenues. Mais Serge... Oui, vas-y. Oui, je te pose la question et puis tu vas... Donc, il y avait déjà une évolution. Oui, mais alors, Césaire lui-même avait d'ailleurs écrit plusieurs articles dans Justice pour féliciter Camille Sylvestre pour ses prises de position. Ouais. Mais voilà. en dehors de ce que Césaire reprochait au Parti communiste français de s'aligner sur les positions de l'Union soviétique avec les crimes de Staline, etc., il dénonçait effectivement ce que tu citais là tout à l'heure, à savoir cette non prise en compte et le terme apparaît dans la lettre à Maurice Thorez, de la singularité
de la Martinique. Tout à fait. Dans de nombreux domaines. Et Serge, tu as parlé, je t'ai entendu lors d'une conférence précédente, parler du néologisme, c'est-à-dire du mot inventé par Césaire, qu'il appelle le fraternalisme, qui remplace le paternalisme. Oui, le mot Césaire, c'est cette façon de dire que vous avez la manie de nous donner une petite tape dans le dos. Oui, c'est... Bon, oui, en fait, c'est ce qu'il appelle le paternalisme. Mais c'est ça. Oui, c'est un mot qui peut être important pour lui, mais dans la rupture, et là, je défends personne, je lis, Césaire dit dans un tract en novembre, une chose importe, que le peuple martiniquais s'organise en partis au pluriel martiniquais et démocratique et se rassemble en un front martiniquais qui ne jette a priori l'exclusive sur aucun martiniquais. Et Justice répond, 4 jours après ou 5 jours après, maintenant, en parlant de Césaire, il en appelle dans un tract le peuple martiniquais à s'organiser en parti martiniquais et démocratique, ce qui laisse supposer qu'il ne condamne plus l'existence d'un parti communiste martiniquais. Or, Aimé Césaire sait très bien que la transformation de notre fédération en parti communiste martiniquais est à l'ordre du jour. Donc, c'est la réponse à la question que j'avais posée. Il parle d'une conférence, et là, tant pis pour moi, j'avais qu'à fermer ma bouche. Donc je disais que j'avais 2 préfaces, une de Jeannie Darcière, qui est membre éminente du Parti progressiste martiniquais, parce que c'est grâce à elle et à Camille que j'ai fait ce livre, je peux expliquer pourquoi, et la préface de Michel Branchi du Parti communiste. Et je conclus en disant, et tous les deux trouvent ça très bien. Oui. Et on me dit, et pourquoi ils ne sont pas ensemble? Je dis, pas ça, et que la différence peut-être entre le Parti communiste martiniquais et le Parti progressiste martiniquais n'est pas si large que ça. Ça a été ma réponse. C'est pas pour faire une histoire. Je peux te répondre. Le problème des communistes avec Césaire, c'est la distance qu'il y a entre la pensée et l'action. Je ne vais pas répondre, je ne suis pas là pour défendre. Michel est en forme aujourd'hui. Césaire a tout dit. Mais l'action. J'ai fait un livre pour ne pas avoir de commentaires. Non, mais absolument. Je laisse les commentaires aux autres. Oui, mais absolument. Mais bon, enfin, moi je dirais qu'il y a eu un laboratoire en matière d'action, c'est la ville de Fort-de-France. Un laboratoire. Bon, s'il te plaît, parce que lui, il était conseiller municipal de l'opposition. Non, mais la ville de Fort-de-France, je parle de la ville de Fort-de-France de Césaire. Ah bon, d'accord. Qui accueille toutes les personnes qui sont en demande et qui viennent s'agglomérer. Non, c'est pas notre bagaille. Attends, améliorer la condition de vie de la population martiniquaise, c'est un acte extrêmement important. Améliorer ce qu'a fait Gratien au Lamentin, en faisant de Lamentin la capitale économique de la Martinique, c'est rien. Mais c'est pour ça que Michel, donc nous sommes d'accord. Michel, c'est pour ça que je défends les élus. C'est pour ça que je les défends. C'est tout près. Attends, je suis un enfant des Terres Saint-Ville. Je suis un enfant des Terres Saint-Ville. Je sais ce que je dois à Césaire. Alors. On défend les élus communistes. Mais essentiellement. Les élus corrompus de la droite. Ah bon. On revient là. Bon. Faut pas oublier. Michel. Non mais, c'est mineur. Tu oublies l'histoire de ton pays. Pendant plus de 30 ans, la RPR, l'UDR, en dehors des communistes et des PPM, ont tenu la plupart des communes de la Martinique. Non mais je n'oublie pas ça. Ah bon? Je n'oublie pas que certains ont été appelés monsieur 5%, ben comme ça. Ah bon? Bon, je n'ignore pas ça. Je te dis aujourd'hui, je regarde la sphère politique d'aujourd'hui et je dis, attention, battons en brèche des affirmations qui ne sont plus qui sont plus d'actualité, c'est tout. Je vais vous donner un petit point mais nous commençons qui est important dans l'esprit des Martiniquais. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer, mais le nom de Césaire, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Parce que quand j'ai fait mon livre, j'en ai fait 2, d'ailleurs. C'est à la une de Justice, je suis à la une de Justice, je me sens plus. Merci. Et mon deuxième, c'est un roman de science-fiction qui s'appelle Les Guerriers du Temps, et c'est sur la Caraïbe.
et je mets pratiquement tout ce que je pense dans ça, dans le roman. C'est un roman de science-fiction, mais je mets mes idées là-dedans. Et quand je commande à mon imprimeur des livres, je commande 2 fois plus de Guerrier du Temps que de Césaire, me disant que c'est un truc documentaire, politique. Les gens vont dire encore Césaire. Eh ben, ma femme ce matin m'a dit il faudrait qu'on pense à commander déjà à l'imprimeur. Parce que ça se vend bien, ouais. Voilà, donc je me suis trompé comme un bleu, là, ouais, franchement, parce que moi je me dis, ah ouais, encore Césaire, rien qui ça. Au point où ce matin, avant de descendre du Fort-de-France, je blaguais, j'ai dit à ma femme, je connais mon prochain livre, c'est Césaire et le sport. Elle a éclaté de rire, elle m'a dit, oui, mais la première fois que j'ai vu Césaire arriver chez mon père en short, j'ai d'abord vu la voiture de son chauffeur arriver et Césaire en short, c'était vers 1959-1960 par là. Bon, c'était déjà Césaire et le sport. Et puis j'ai 2 ou 3 anecdotes, je me dis, moi qui ai bien trouvé, moi pour raconter moi, Césaire et le sport, mais depuis moi qui ai écrit Césaire, le sport en tout petit, ce sera bon. Mais c'est tant mieux pour lui, hein, c'est tant mieux pour lui. Mais je ne m'attendais pas à cette réaction. Mais c'est un document que je mets à disposition de mes amis de la Martinique pour comprendre. Okay. Pour comprendre, c'est tout. Parce que moi, ça m'a... Michel le sait, j'étais à la jeunesse communiste à une époque, hein, donc je n'ai pas peur de le dire, j'étais à la jeunesse communiste. Et cet anticommunisme qu'il y avait... On ne peut pas être parfait. Ah non, tu veux dire que tout le monde ne peut pas être comme moi, non? Moi, c'était une petite plaisanterie. Non, mais c'est pas grave. Ouais. Cet anticommunisme primaire qu'il y a eu contre les communistes quand Césaire a démissionné, ça m'a impressionné. J'avoue que ça m'a impressionné. Je ne savais pas ça. D'autant que j'ai dit que c'est Jeannie Darcière qui est à la base. En fait, c'est plus Camille qui est à la base, puisque ce sont ces archives. J'ai hérité d'un certain nombre d'archives de Camille Darcière, donc vous aurez encore d'autres choses derrière, je vous avertis. Et donc, j'ai complété avec mes amis des archives territoriales qui sont super compétents et super sympathiques. Ouais, Et c'est pour ça que j'ai peut-être raté 1 ou 2 journaux, mais bon, qu'on me pardonne. Alors justement, j'étais un peu surpris du nombre, et je t'avais déjà posé la question d'ailleurs, du nombre de journaux qui existaient à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes bien plus pauvres pour ce qui concerne... Eh ben, on a un quotidien. Oui, bien plus pauvre. On a un quotidien, on a un hebdomadaire. Bon. Enfin, je ne sais pas si on peut dire qu'on a... Mais non, je veux dire, il existe sur le territoire. Non, on a. Il y a des Martiniquais. Ouais. Les Martiniquais. Qui existent sur oui, peu importe d'où viennent les capitaux, on est français. Donc si les capitaux sont français, c'est bien. Mais les gens qui écrivent là-dedans, c'est nous. Ouais. C'est nous. Est-ce que Xavier Niel... Et le France antique qu'on connaît maintenant, puisque c'est de France Antilles il s'agit, ça n'a rien à voir avec le France Antilles de 1962 quand il est sorti, ou de 1963 qui était une commande du général de Gaulle à M. Hersan. Ça n'a rien à voir. Jusqu'à l'arrivée de... Ouais, il faut qu'on oublie ça. Tu sais ce que tu dis, c'est une légende, ça n'a rien à voir. Toi qui as produit pour France Antilles, si je me trompe. Ah ben oui, mais si j'appelle France Antilles, bon, oui, j'ai écrit dans France Antilles, oui. C'est ça. Oui, Mathieu. Non, c'est un ouvrage en tout cas j'ai pas encore eu le temps de lire, je ne vais pas mentir, je vais le chercher. Mais bon, j'ai travaillé beaucoup sur la lettre à Maurice Thorez, très souvent, et j'ai lu certains articles, et là c'est un élément, parce qu'on sait beaucoup de personnes font des recherches sur Aimé Césaire, j'en vois. Il y a eu un colloque en 2007. Il y a beaucoup d'étudiants, il y a eu un colloque d'ailleurs, mais au-delà du colloque, il y a beaucoup d'étudiants qui demandent, qui font de la recherche, etc. au quotidien, qui nous appellent du monde entier pour chercher, pour demander des rendez-vous, et honnêtement, c'est un outil de travail qui va leur permettre, qui résume certains articles, etc. Moi, j'en avais déjà lu certains articles de l'époque, mais pas autant, loin de là. Il y a certains ouvrages que je connaissais, que je ne connaissais pas de l'époque, la justice, etc. Ça, on le savait, il y en a plusieurs échanges que j'avais déjà vus, mais c'est un très bon travail qu'a fait Serge et qui va permettre... Il y a un prof de lycée, je me demande s'il travaille pas en classe prépa, qui a dit qu'il faudrait qu'il voit au niveau de son lycée si il ne faut pas mettre à disposition des élèves. Donc si tu penses qu'à l'université ils veulent, moi je suis d'accord. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que c'est un outil qui permet de travailler pour tous ceux qui font de la recherche autour des mystères et autour de l'histoire de notre pays. Et c'est important. Pourquoi j'aime la presse, c'est parce que c'est pas sur Aimé Césaire. À travers les articles, on peut faire sur la société. Tu peux faire une étude sur la société, les gens, comment ils réagissent. Quand tu lis les courriers de la paix ou de l'évêché,
tu te dis, purée, les curés, ils avaient une façon de penser. Et quand tu sais derrière qu'ils disaient ça en chair à l'église de Balata, à Terre-Saint-Ville, à Redoute, tu te dis, waouh, c'était waouh. Michel, tu veux rajouter quelque chose, je crois, non? Ah oui, Tu veux rajouter quelque chose? Non, je voulais citer. Oui, parce que j'ai vu que tu as ouvert ton livre. Tu as parlé du sénateur Lemoyne. Oui. Je vous lire la conclusion d'un article de La Petite Patrie du 10 novembre 1956, organe hebdomadaire. D'information, c'est comme ça qu'il s'appelle. Monsieur Césaire veut mettre le marxisme et le communisme au service des peuples noirs. Grand bien lui fasse. Mais nous, Martiniquais, nous sommes un peuple français. Que monsieur Césaire aille donc demander au peuple noir d'Afrique une investiture et un mandat. Il sera peut-être prophète là-bas, mais qu'il nous laisse notre patrie. Sa propagande nous dégrade. Il ne tend qu'à nous déclasser. Il faut s'en désolidariser. Il y va de notre honneur. Henri Lemoyne, ancien ministre. Bon. Ancien ministre. Né à Saint-Pierre et ancien ministre de Pétain, je le rappelle. De Pétain. Je le répète. Je pense que Période de Vichy, ouais. ça, ce sont des courants politiques Oui, qui existent toujours. tout à fait. Ouais. Mais le Attention. propos est violent quand même. Hein. Oui. Je ne sais pas si on pourrait écrire comme ça aujourd'hui. Je ne sais pas. Je pense pas, parce que là, c'est le propos très Et violent. je te dis, l'information. Monsieur Surena, Monsieur Régis, Adrien Régis, le père de Régis qui était conseiller général PPM. Alors, Arthur. Ouais. Et il Son y père. avait un Régis qui était un RFO, c'était son Ouais, père c'est ça. Adrien, qui était prof de mathématiques au lycée Saint-Michel. écrit, avait un journal qui s'appelait L'Information. OK? La conclusion de son article du 29 novembre 1956. Ainsi, quelle que soit l'évolution de la politique locale, nos arrière-petits-enfants épelleront sous l'incursion de la mairie de Fort-de-France, comme nous le fîmes nous-mêmes, l'éternelle devise du chef-lieu, Saint-Père Francia. Toujours la France. La violence de l'affrontement politique et idéologique de l'époque. C'est ça. Une violence physique aussi parfois. Oui, il y avait, absolument. Parce qu'on n'en a pas parlé là, mais il y avait une violence physique Tout à fait. aussi sur le... Ouais, violence physique. Donc, et Nous avons connu ce travail-là, moi des heures sombres. Je pense que Tali a fait un travail, Merci, Michel. un travail remarquable. Merci. Parce que moi-même, j'avais Avec ma femme quand même, hein, parce que sans ma femme, il y a pas j'avais abordé ces questions-là je l'ai dit. avec des camarades. Mais enfin, celui qui m'a le plus informé sur cette période, c'est Armand Nicolas, qui a écrit d'ailleurs dans le 3e tome de son histoire de la Martinique, il y a tout un passage concernant la démission de Césaire du Parti communiste. Bon. Mais je n'avais pas Césaire. Armand a fait un travail remarquable. Mais je n'avais pas cette profusion qu'a donnée Tali avec toute la presse. Donc, il y a une phrase dans l'histoire de la Martinique de Armand Nicolas. Toute la presse réactionnaire s'est félicitée de la démission de Césaire. Voilà, c'est ça. Une phrase. C'est ça. C'est exactement ça. Bon, mais là, c'est pas une phrase. Tu as le courrier, tu as le sportif, la petite patrie, tu as tu comprends? L'information, on est autour de la paix. Ouais. Bien, Serge, merci en tout cas pour ce travail qui est extrêmement précieux. Si j'avais le temps, temps, je ne sais pas encore combien de temps j'aurai. Il y a d'autres faits de l'histoire qui méritent des documents bruts. À venir, bien sûr. Alors, j'espère que mon prochain sera à l'OJAM. Avec des documents bruts. Ouais, j'avais aussi. Alors, nous allons quitter la politique locale pour aller vers la politique internationale. Merci. Puisque au sommaire, nous avons effectivement Zelensky prêt à céder du terrain à la Russie, point d'interrogation.
Mais je pense que vous avez été rattrapé par l'actualité, là. Hein. Alors, c'est demain qu'il y a la conférence À Munich. À Munich, ouais, c'est ça. Enfin, quand je dis demain, pour les téléspectateurs et les téléspectatrices, nous sommes jeudi soir, nous enregistrons jeudi, et cette émission sera vue pour la première fois demain vendredi. Hein, donc, et c'est demain vendredi, 14 février, Saint-Valentin. à Saint-Valentin, que des décideurs américains et européens vont se réunir à Munich pour traiter des problèmes de sécurité dans le monde, mais en l'occurrence en Europe, et surtout focus sur l'Ukraine. Lorsqu'on sait... Attends, Michel, je te donne la parole tout de suite, mais il est dans le starting block. Lorsqu'on sait que, et ça je le lis dans la presse, hein, que Trump a passé 1h30 au téléphone avec Poutine pour, en quelque sorte, j'emploie le mot à dessein, pour dépecer l'Ukraine. C'est-à-dire pour faire cesser cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, Trump est prêt à céder à toutes les injonctions de Poutine, c'est-à-dire pour ce qui concerne les limites du territoire de l'Ukraine, la non-participation de l'Ukraine à l'OTAN, en l'occurrence, ce sont deux choses qui sont extrêmement importantes. Et donc, on se pose la question de savoir comment va réagir l'Europe. Alors l'Europe a, pour l'instant, un discours très ferme en disant rien ne se fera sans l'Ukraine et sans nous, Européens, mais combien de temps vont-ils tenir? Michel. Oui, alors je crois que tu as raison de souligner que entre la déclaration qui est citée ici, dans notre sommaire, où Zelensky dit effectivement je suis prêt à échanger certaines portions du territoire avec la Russie, il y a eu effectivement cette conversation de 1h30 entre Trump et Poutine. Bon. Alors, l'essentiel, tu l'as dit, c'est que Trump, dit qu'il n'y a aucune raison, on peut revenir aux frontières de 2014, c'est-à-dire avant l'annexion de la Crimée, avant l'invasion du Donbass, la partie russophile et parfois russophone, oui. De l'Ukraine. Oui. Bon, parce que ce sont des gens qui sont russophiles, russophones et russophiles. Oui. Bon. C'est une famille russe aussi. Bon. Et puis deuxièmement, alors là, le point, à mon avis, le plus important, c'est qu'il dit qu'il n'y a pas de raison que l'Ukraine adhère à l'OTAN. Donc ça, je trouve ça extrêmement important parce que, précisément, ici même, alors, nous avons eu l'occasion de discuter et nous avons souligné le fait que, alors que tout le monde hurlait à l'agression, etc., non, que après la chute de l'URSS, les Américains avaient pris l'engagement de ne pas étendre l'OTAN aux pays de l'Est. Or, la plupart des républiques, la Roumanie, etc., La Lettonie, la Lituanie, oui, oui. Tous ces pays-là sont entrés dans l'OTAN. Ouais. Ainsi que la Finlande. Bon, Oui, la Finlande, c'est après. oui après. Mais bon. C'est après. La Finlande et la Suède, c'est après l'intervention russe en Ukraine. Et puis, ce qui a déclenché, d'après ce que dit Poutine, ce qui a déclenché l'intervention russe en Ukraine, c'est le fait que l'Ukraine a demandé son adhésion à l'OTAN. Et là, comme la frontière, on le voit maintenant, la frontière de l'Ukraine est à 300 km de Moscou. Il y a des drones, ukrainiens qui peuvent aller carrément aller à Moscou. Donc les Russes considèrent qu'ils étaient à portée de missiles de l'OTAN. Ils ont donc déclenché ce conflit. Bon, il y a d'autres causes, mais c'était la cause principale. Et quand Trump
dit que pratiquement il ne faut pas que l'Ukraine adhère à l'OTAN, pratiquement, il a pratiquement accepté l'une des principales revendications de la Fédération de Russie. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, Enfin, ouais. il dit qu'il va y avoir une rencontre en Arabie Saoudite avec Poutine, on va négocier un cessez-le-feu, etc., etc. Bon, moi je crois que c'est important que le monde, et on a vu aussi à cette occasion apparaître un concept nouveau, c'est que, en gros, les pays qui ont soutenu l'Ukraine, c'est en gros les pays occidentaux, blancs, Ils sont comme nous. bon, et tous les pays, est apparue une nouvelle notion qui s'appelle le Sud global, ce qu'on appelait auparavant le tiers-monde. Bon, donc l'Amérique latine, l'Afrique, et tous ces pays-là, l'Inde, la Chine, tous ces pays-là n'ont pas condamné l'intervention russe en Ukraine. Voilà donc, il y a... Et au niveau européen même, on peut imaginer que la Hongrie, qui est très proche de Poutine, soit d'accord avec l'initiative prise par Trump. La Slovaquie. La Slovaquie aussi, qui sont des pays qui sont très proches de... C'est une situation, à mon avis, je pense que les Martiniquais doivent suivre ça de près, parce que... alors, il faut dire 2 mots sur Trump. Est-ce que Trump est devenu un anti-impérialiste? Alors que dans le même temps où il fait ça, il veut annexer le Groenland, le Panama... C'est pour que... Le Canada. Le Canada, bon, en réalité, non. Non. Le problème de Trump, c'est que, d'après tous les politologues, te disent que le véritable adversaire de l'Amérique aujourd'hui, c'est la Chine, c'est le Pacifique. Les intérêts américains sont tournés vers le Pacifique. Donc, ils ne s'intéressent plus à la question européenne. Voilà. En gros, c'est ça. Oui. Mathieu. Non, effectivement, comme l'a dit Michel, il a une bonne partie de ses conseillers, d'ailleurs, qui se sont exprimés, qui ont dit que nous, on doit se concentrer sur la Chine, etc., ce qui se passe, et que l'Europe, voilà. Il y a autre chose qu'il faudrait dire, c'est qu'on a vu que ça avait déjà changé quand il y avait, je ne sais pas c'était quel secrétaire d'État américain, qui a dit qu'il faut organiser des élections en Ukraine. Oui. Il ne faut pas oublier ça. C'est un autre événement important, c'est que Poutine a dit qu'il ne veut pas négocier avec Zelensky, le président ukrainien sortant. Donc, ce qui fait que les États-Unis disent que même si on est en guerre, on doit organiser des élections. Je ne sais pas comment on va faire ça, mais bon, ça c'est un peu illusoire. Et il y a un autre aspect qu'on n'a pas dit ce soir, c'est que Trump a demandé de pouvoir avoir la main sur les terres rares. Qu'est-ce qu'on appelle les terres rares? Les terres rares, ce sont ces éléments chimiques qu'on retrouve, qui sont environ 17, qu'on retrouve dans la composition, qui permettent de fabriquer des téléphones portables, des tablettes, dans le domaine de l'aéronaval, etc., de l'aérien, dans le domaine de technologie, des voitures électriques, par exemple, etc. Et c'est là qu'il y a autre chose. Il a dit qu'il faut, et là on voit bien qu'il y a quand même l'impérialisme américain qui est en train de se mettre en place à ce niveau-là, parce qu'il a fait, ils l'ont dit aussi, c'est un secrétaire d'État qui s'était déplacé à la frontière entre Haïti et la République dominicaine. Il y a des ressources aussi très riches à ce niveau-là, ils veulent mettre la main dessus, et on voit bien, et ça fait le lien avec vos propos que vous avez tenus tout à l'heure là, par rapport au Groenland, etc., à la situation dans certains pays. Donc ce qui fait que les États-Unis veulent vraiment revoir la géopolitique et ils veulent se repositionner. En tout cas, à ce niveau-là, et notamment, il a déjà dit, c'est-à-dire faire en sorte que ces industries fonctionnent. Il a mis 25% de taxes là sur l'acier, sur l'ensemble, tout ce qui est l'acier qui est produit hors des États-Unis actuellement. Et on voit aussi une autre chose, c'est une géostratégie qui est en train de se mettre en place entre maintenant la Russie, ce qui n'existait pas là, les États-Unis, un rapprochement, mais au milieu, on retrouve l'Arabie Saoudite. Donc ce sont tous des puissances, notamment en matière énergétique. On pourrait parler du pétrole, etc. Et on voit qu'il y a l'ordre mondial qui est en train de changer aussi à ce niveau-là. Et là, à l'avenir, ça aura des incidences sur beaucoup de choses et beaucoup de comportements. Mais effectivement, Trump
a fait 1h30, je crois, au téléphone avec le président Poutine. Mais en Europe, il y a un autre, c'est-à-dire qu'en Europe, l'Allemagne, notamment le chancelier allemand, avait déjà, Olaf Scholz, si je le prononce bien, je ne suis pas très bon en allemand, avait appelé Poutine. Pour une raison très simple aussi, l'Allemagne est en grande récession depuis 2 ans, notamment sur tout ce qui est à cause de la partie énergétique. On voit bien son industrie, l'automobile, etc. Parce que ces coûts énergétiques ont explosé parce qu'ils doivent aller récupérer de l'énergie beaucoup plus loin et ça leur coûte beaucoup plus cher. Et ils sont pour que cette guerre se termine le plus vite que possible pour faire en sorte qu'ils puissent recommencer à avoir du commerce, notamment avec la Russie, notamment en matière énergétique par rapport à la situation de crise qu'ils connaissent là. Et aussi en Allemagne, ils risquent d'avoir peut-être l'extrême droite qui peut arriver au pouvoir, etc. Il y a des élections qui arrivent, il y a une vraie instabilité avec des démissions de ministres, etc. dans ce pays. Oui, et donc, ce qui fait que tout cela, pour résumer, pour dire qu'il y a un contexte géopolitique, international et européen qui fait que les choses sont en train de bouger en ce moment. Et ce problème d'alimentation en énergie est manifestement la faiblesse de l'Europe, puisque effectivement, avec Clear Stream 2, qui alimente surtout l'Allemagne, ou qui alimentait, enfin, aujourd'hui un peu moins, mais ça a été assez massif. On sent bien que tous les pays européens ont envie que cette guerre se termine pour justement retrouver une situation normale et une situation de croissance, parce que tous les pays européens sont en difficulté. Tout à fait. Un pays comme l'Allemagne qui avait un niveau de croissance qui était important, se retrouve en récession aujourd'hui et c'était extrêmement rare parce que ça n'est pas arrivé depuis très longtemps. Donc on peut se dire que les pays européens sont désormais favorables à ce que cette guerre se termine et ils sont prêts à faire des concessions. C'est ça. Alors est-ce que Trump ne va pas gagner son combat? Parce qu'il avait dit en un jour, moi je règle le problème. Ce ne sera évidemment pas en un jour, mais il risque de gagner son pari. Au détriment de l'Ukraine, évidemment. Mais je ne veux pas monopoliser la parole, je les laisse s'exprimer, mais en tout cas, le temps politique de Poutine, ce n'est pas le même temps politique de l'ensemble des autres dirigeants européens. N'oublions pas ça. Oui. Et ça peut avoir une incidence. Poutine souvent, il laisse laisser traîner les choses, etc. Il aime prendre son temps, parce qu'il sait que lui, en général, il va rester au pouvoir, en tout cas. C'est ce que je voulais dire. C'est clair. Avant de te passer la parole, Serge, j'aimerais entendre Karine sur ça. Ah oui. Mais je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'on accélère les négociations. N'oublions pas à qui nous avons affaire. Trump il a compris que les États-Unis sont dans une position très délicate et il essaie de tirer profit d'un maximum de situations. Pour lui, la Chine, c'est non négociable. De toute façon, il n'en veut pas. Il les a tellement stigmatisés, visés, attaqués, qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Mais n'oublions pas que la Chine fait partie des BRICS et que les BRICS sont une menace géostratégique, y compris sur le plan de l'énergétique, mais pas que, sur le plan du développement, sur le plan de la performance, de l'innovation. Et donc, malheureusement, on ne peut pas juste se dire qu'il y a une démarche en tant que président américain qui veut rétablir la paix, etc. Il faut voir autre chose derrière. Il faut voir l'exploitation, ce que les États-Unis vont tirer de la situation par l'impérialisme dont Mathieu a parlé. Mais il faut voir aussi tous les corollaires qu'il y a autour, dont certains autres qui vont soutenir aussi les démarches de Trump dans le monde vont tirer profit. Et c'est beaucoup moins simple que l'on imagine. Tout à fait. Serge, Tali, Nicolas. Oui, c'est moi, pauvre petit terrien, devant un jeu d'échecs à ce niveau, je ne suis pas grand-chose parce que chacun avance ses pions. Mathieu a parlé de minerais rares. Il semblerait que Trump ait dit à Zelensky, bon, mon gars, je vais négocier pour toi, mais tu me donnes d'abord les concessions de minerais, puis je vais voir. Ça te permettra de rembourser les milliards que les citoyens américains ont dépensés pour ta guerre, qui ne nous intéressait pas, franchement. Donc déjà, rien que ça. Et résultat des courses, les Ukrainiens ont annoncé qu'ils ne seront pas à Munich.
les Ukrainiens ne veulent pas aller à Munich. Peut-être qu'en dernière minute, ils iront, mais... On a annoncé Zelensky quand même. Hein. Ah non, ils viennent d'annoncer... À l'instant. Oui, ils viennent d'annoncer qu'ils vont pas à Munich. Ouais. Alors, et ça, c'est un jeu de... Comment dire ça, poker menteur. Et elle vient de parler de... C'est sur ça que je voulais venir. Michel a parlé de Sud global, mais elle a parlé des BRICS. Et les BRICS font peur à Trump. Parce que les BRICS, c'est déjà 51% de la population mondiale, c'est 49% du PIB. Et les pays demandent à entrer dans les BRICS. En janvier, il y a eu 9 nouveaux pays qui ont adhéré, dont Cuba. Si on n'entend pas ça sur les ondes dans ces pays, dans les médias de notre pays, mais Cuba est un partenaire des BRICS, ce qui peut arranger ses affaires au même titre que le Cambodge, je crois. Et puis il y a une vingtaine de pays qui ont posé leur candidature pour être acceptés par les BRICS, c'est-à-dire, je rappelle, le Brésil, la Chine, la Russie, l'Arabie Saoudite et l'Inde. La Turquie, bon, il y a une vingtaine de pays, et pas les petits pays, d'ailleurs l'Afrique du Sud aussi, le Nigeria, qui est l'un des plus gros pays africains avec l'Afrique du Sud en population et en économie. Vous vous rappelez, à l'époque, on parlait des non-alignés. Mais oui, mais c'est plus les non-alignés maintenant, parce que et Trump menace, parce qu'il sait faire que ça, il menace les BRICS s'ils veulent faire une monnaie unique. Mais en fait, les BRICS disent non, pour l'instant, nous ne pouvons pas comparer. Mais dans la réalité, moi, petit Ali, sur ma petite île de 1100 km², je pense quand même qu'il y a une monnaie. On a quand même tué Kadhafi pour ça. Hein. On a quand même tué Kadhafi, le dirigeant libyen, parce qu'il voulait d'une banque africaine avec en dehors de la Banque mondiale. Et les BRICS sont en train de mettre ça en place, mais à un échelon plus important. Donc Trump essaie de sauver ce qu'il peut sauver. Et comme l'Europe, c'est rien, donc il fait ses affaires sans tenir compte de l'Europe. Voilà. Donc, Maka dit qui est dans l'OTAN, qui n'est pas dans l'OTAN, et si vous n'êtes pas content, vous payez, si vous n'êtes pas content, vous dégagez. Et Macron, le pauvre, il a essayé désespérément le week-end dernier de grouper les gens dans une conférence sur l'intelligence artificielle en essayant de faire 109 milliards d'euros de levée de fonds. Mais bon, mais comme c'est les mêmes qui sont dans les BRICS, il dit bon, nous avons l'argent, mais bon, il ne faut pas. Donc, comme dirait Trump, wait and see. Ouais. Tu voulais dire quelque chose, Karine? Juste pour compléter le propos de M. Tali, il n'y a pas encore de monnaie unique pour les BRICS. Tu as vu la différence. Hein, oui, mais excusez-moi, vous m'appelez Tali ou Serge, monsieur Tali. Je vous en prie très cher. Non, mais c'est pas mon camarade. Je vous en prie très cher. Il y a une forme de respect. Et pour compléter le propos, les BRICS n'ont pas encore de monnaie unique. Cependant, il y a un certain nombre de décisions qui avancent de plus en plus vers la dédollarisation du monde. Voilà. Et ça fait très, très peur. Les gars préfèrent payer en monnaie de leur pays plutôt que payer en dollars. Ah oui, et là où ce n'était pas possible avant, là où on n'acceptait pas des échanges entre pays hors qu'en dollars pour certaines choses, comme par exemple le pétrole, maintenant c'est accepté. Tout à fait. Tout à fait. Bon, très bien. Il y a un dernier élément qui pèse dans la situation, c'est la situation intérieure de l'Ukraine. L'Ukraine a de plus en plus de mal à amener à remplacer, à faire la conscription des jeunes gens pour entrer dans l'armée. Et il y a de plus en plus de résistance. Oui, bien sûr. Les centres de conscription sont attaqués par les citoyens ukrainiens. Donc on peut difficilement renouveler les militaires qui sont sur le front du Donbass. C'est pas de gaieté de cœur qu'on va se précipiter pour servir de chair à canon. La Russie est en difficulté. D'ailleurs, ils ont baissé l'âge de recrutement et ils vont recruter de force. Ils ont baissé l'âge à 25 ans. L'Ukraine ou les Russes avancent de centaines de kilomètres carrés chaque mois, doucement, mais progressent. Ouais. Bon, très bien. Alors, je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais qu'est-ce que vous avez à dire sur la nouvelle Côte d'Azur au Proche-Orient? Ça ressemble tellement à Donald Trump. La Riviera. La Riviera. Oui.
Non, je pense que tous les pays du monde, y compris les pays européens, y compris même la fidèle Grande-Bretagne, ont condamné la proposition de Trump qui consiste à en fait, faire un nettoyage ethnique de Gaza et à prendre possession de Gaza. Bon, je ne parle pas des pays arabes, l'Égypte, la Jordanie, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite. Bon, donc il est certain que cette prétention américaine rencontre une opposition pratiquement unanime dans le monde. Ouais. Il a quand même été avancé qu'une petite bande de terre ne peut pas avoir autant d'habitants, mais rappelons-le. 2,1 millions. Mais qu'est-ce qui a fait que ces gens-là soient sur une si petite surface? N'est-ce pas la déportation et puis le fait qu'on les ait poussés, qu'on les ait repoussés à se retrancher et qu'on ait entravé leurs conditions d'existence au fur et à mesure. Eh oui. Non, il y a aussi le souci du cessez-le-feu, parce que rappelons que Trump a donné un ultimatum samedi pour la libération des otages. Il y avait normalement 33 otages. Il y en a déjà 16, je crois, qui ont été libérés. Et il y a aussi des otages. Il y a environ 1000 otages palestiniens qui ont déjà été libérés, puisque le ratio normalement, c'est 33. Il me semble que c'est 30 personnes, 30 otages, un palestinien, du moins un otage israélien contre 30 palestiniens. Oui. Et quand c'est un soldat, c'est 1 contre 50 palestiniens qui doivent être libérés. Donc, ce qui fait que malheureusement, il risque. Est-ce que le cessez-le-feu va continuer, va perdurer? Samedi, on verra, mais vraisemblablement, le Hamas va libérer les otages, quand même, ceux qui doivent être libérés samedi. Pourquoi? Parce que le Hamas dit que Israël ne tient pas ses accords, notamment l'accord sur la partie, on va dire qu'il y a notamment la frontière avec l'Égypte. Il y a tout ce qui est humanitaire, l'aide humanitaire, et les camions sont bloqués, notamment pour permettre la reconstruction de certains hôpitaux, etc. Et certains préfabriqués. Et à ce niveau-là, c'est vrai qu'Israël avait bloqué les convois depuis quelque temps. Et il devrait, normalement, d'ici demain, vendredi, permettre à ces convois humanitaires de retourner et qu'ils partent de l'Égypte pour permettre de porter secours à cette population qui est en grande difficulté. Parce que rappelons que derrière ça, Gaza a été quasiment rasé, plus de 20 000 morts ont été... Mais tu as plus on parle de 40 000, je vais parler de 20 000 du Hamas. Ce sont les chiffres en tout cas qu'on annonce, que 20 000 combattants du Hamas ont été tués. Ce sont les chiffres qui sont annoncés. Moi, je sais pas. En tout cas, les chiffres qu'on voit à l'international, près de 40 000 morts malheureusement, et une population civile qui a souffert et qui a besoin d'aide humanitaire. Et il y a un enjeu aussi à ce niveau-là très important dans le secteur et dans la zone. Oui. Bon, enfin écoute. Non, quand on parle de station balnéaire, c'est-à-dire un endroit où on met des serviettes de bain, des transats, des trucs et on dort sa peau au soleil, c'est ça? Une station balnéaire. Oui. Alors, mais peut-être qu'il n'est pas au courant, M. Trump, et j'espère qu'il écoute Zouk TV. Donc, je vais lui dire qu'il y a 12 441 élèves qui ont été tués à Gaza et il y a 19 189 blessés parmi les enfants. Il y a 519 enseignants tués et 2700 blessés. 352 écoles publiques et 89 écoles privées totalement ou partiellement détruites. 853 étudiants universitaires tués, 1819 blessés. 161 professeurs d'université tués, 1311 blessés et pour terminer, 128 bâtiments universitaires rasés. Alors quand quelqu'un vient me parler de faire une station balnéaire et de virer les gens qui habitent là quand il en a déjà tant tués, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de sniper aux États-Unis pour descendre Trump. Voilà, c'est tout ce que je pense. C'est une recommandation qu'il va falloir retenir. C'est tout. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'un dirigeant de pays, que ce soit Netanyahou ou Trump, ne savent pas compter le nombre d'enfants tués. Et ça me donne envie de pleurer chaque fois que j'en parle. Ça, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Des enfants mutilés, des bras, des jambes, etc. C'est le fruit de la mégalomanie et du de sentiment toute idéologie, de tout. Comment on peut tuer des enfants? Cette population palestinienne ne cesse pas de souffrir depuis
70 ans. Comme je répète à ma femme, heureusement que je suis martiniquais, je suis arrivé à cet âge, je serais palestinien, ça fait au moins 50 ans que je serais mort. D'avoir. Enfin bref. Bon, chers amis, je vous propose qu'on s'arrête là. Hein, et chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, merci de nous avoir regardés, de nous avoir écoutés. Ici se termine notre émission de ce jeudi ou vendredi, si vous préférez, 14 février, fête de la Saint-Valentin. Merci à toi. Merci à vous. Merci.